Bon, alors voilà comment nous allons intervenir. C'est-à-dire que, bon, d'abord, il faut. Vous avez eu tous le thème de la réunion de ce soir, hein, c'est-à-dire que la République aujourd'hui et demain, avec un sous-titre important, face à un monde en crise, comment Jaurès nous aide-t-il? Voilà, donc là, on a le plaisir d'accueillir Paul Quilès, qui est ancien ministre, Charles Sylvestre, qui est journaliste, qui était aussi rédacteur en chef de l'Humanité, c'est ça? En parlant de l'Humanité, on dira peut-être un petit mot tout à l'heure, parce que l'Humanité est en crise, enfin disons qu'il est menacé de disparition. Le journal de Jaurès risque de disparaître. Peut-être que Charles en dira quelques mots à la fin du débat, ce qui serait une catastrophe au niveau aussi de la pluralité des moyens d'expression. Alors, le thème de ce soir, donc, comment ça va fonctionner? Il va y avoir donc Charles Sylvestre va intervenir en premier pendant 15 minutes. Ensuite, ce sera à le tour de Paul Quilès. Ensuite, il y aura 30 minutes d'échange entre les deux intervenants. Nous, on sera chargé, Christian, principalement un petit peu de reformuler les questions qui sont restées dans l'ombre, en suspens, de relancer un petit peu le débat, de coordonner un petit peu le débat entre les deux intervenants. Et après, ce sera le débat avec la salle. C'est-à-dire qu'ensuite, ce sera vous qui aurez la parole. Alors, pour une rapide présentation de Paul Quilès, c'était un ancien ministre, 5 fois ministre, si j'ai bien compris, non? C'est pas ça? Oui. Donc j'ai bien compté. Dont 2 ministères qui ont été occupés par lui, des ministères ce qu'on appelle régaliens, c'est-à-dire l'intérieur et la défense. C'est bien ça? Alors, la dernière fois que Paul Quilès était intervenu donc, dans cet amphithéâtre, si j'ai bien noté, c'était à l'occasion d'une conférence qui est organisée sur l'armement nucléaire. C'était le 28 mai 2013. C'est ça. C'était une soirée qui était organisée par le mouvement d'action non violente, le comité des objecteurs Tarnais, l'appel des 100, voilà, et la JET aussi. Et c'était évidemment, on en a parlé au repas tout à l'heure, sur, j'allais dire, la dangerosité et l'inutilité de l'arme nucléaire. Voilà. C'est pas. Hein, voilà. Donc vous en toucherez 2 mots tout à l'heure. Alors, Charles Sylvestre, donc c'est une position courageuse de sa part, parce qu'en définitive, ce n'est pas dans les différents gouvernements qui se sont succédés, y compris à gauche, ce n'est pas un discours qui est repris par rapport à l'arme nucléaire et son inutilité. Vous avez créé d'ailleurs, je crois, une association là-dessus. Hein, oui, voilà. Ensuite, Charles Sylvestre, nous avons eu le plaisir de l'accueillir lors de l'année Jaurès, c'était en 2014. Et il a donné donc, il faut que je le retrouve, c'était donc le dimanche 15 juin, une conférence débat, la victoire de Jaurès. C'était à Carmaux, à la chambre syndicale. Et ça s'inscrivait donc dans l'année Jaurès où il y a une vingtaine de manifestations que la JET avait organisées. Et là, nous, on avait fait un petit peu une appréciation de toutes ces conférences et on avait noté que cette intervention était excellente. D'ailleurs, si j'ai bien compris, la salle s'est levée et a applaudi debout à la fin de l'intervention. C'est bien ça? Oui. Donc voilà. Alors, j'avais noté aussi quelque chose, là, c'était un peu au résumé de ce que vous aviez dit à ce moment-là. C'est du côté des dirigés que se trouvent les qualités dirigeantes. Voilà. Ce sera peut-être aussi un thème à développer ce soir. Voilà, donc maintenant, il ne reste plus qu'à démarrer le débat. Alors c'est Charles qui va commencer en premier et Paul Quilès suivra. Oui, bonsoir. C'est redoutable ce qui vient d'être dit, parce que quand on a été excellent en 2014, il faut essayer de ne pas être à nouveau excellent, ce serait prétentieux, mais au moins de tenir la route par rapport à ce qualificatif. Bon, je vous laisse le soin de savoir comment vous apprécierez la chose. Je ne suis pas là pour me faire plus ou moins apprécier, mais pour parler de Jaurès qui me tient à cœur. Alors, il se trouve que la question, la République aujourd'hui, demain, et puis comment faire face à un monde en crise,
comment Jaurès nous aide-t-il, ça m'intéresse beaucoup, parce que j'ai fait du chemin avec Jaurès après à peu près 40 années de journalisme à l'Humanité. C'était son journal, mais je vais vous parler franchement. Ce journal, je pense, a des titres de noblesse par rapport à Jaurès, pas seulement parce qu'il l'a créé, mais aussi parce qu'il y a eu des périodes où on peut dire que ça a été, on peut dire, le grand journal jaurétien, par exemple pendant le Front populaire, c'est clair, à la Libération, et pour aller vite, dans un certain nombre de grandes luttes sociales et des luttes contre les guerres coloniales. Parce que ça c'est du Jaurès, tout ça. Voilà. Et il se trouve que j'ai fait, comment dire, retour à Jaurès, à la fin de cette période où j'étais à l'Humanité, comme un besoin de me mettre au clair, à la fois sur le journalisme et sur la politique. Avec Jaurès, c'est intéressant parce que dans ce petit livre que j'ai consacré à Jaurès, qui s'appelle Jaurès, la passion du journaliste, je dis c'est la politique qui a fait le journaliste, ce qui est vrai. Jaurès, en dehors des journaux vraiment locaux, il devient vraiment journaliste à la Dépêche en 1887 et il est déjà député depuis 1885. Donc si la Dépêche a été le chercher, c'est quand même un petit peu, parce que c'est déjà un homme qui commence à être brillant au titre de ce mandat de député, où il fait déjà, pas tout de suite, mais assez rapidement, des grandes interventions à la Chambre qui sont très remarquées. Et j'ajoute d'ailleurs, mais c'est aussi le journaliste qui a fait le politique. Parce que je pense que la très grande curiosité de Jaurès pour tous les événements, absolument tous, fait que c'est un politique d'une certaine nature, parce que il n'est pas dans un créneau, il est, si je puis dire, il rassemble tout. Et deuxièmement, pour moi, c'est une vertu du journalisme, c'est que le journalisme, normalement, il doit enquêter. Il doit essayer de savoir exactement ce qui s'est passé. Ça, on parle même maintenant de contre-enquête. Jaurès est un grand contre-enquêteur. On l'a vu, il y a l'affaire Dreyfus, évidemment, où il s'est illustré, mais pas seulement. Voilà. Donc, vous voyez, là, il y avait déjà ce retour à Jaurès, pour ce qui me concernait, qui était à la fois sur le journalisme et sur la politique. Parce que le journalisme à l'Humanité, c'est très difficile de dissocier du combat politique, évidemment. Comme Jaurès, d'ailleurs. Le deuxième retour à Jaurès que j'ai fait, c'est effectivement... j'ai écrit ça en 2013 pour l'année 2014, dont je voyais très bien que nous allions avoir droit à nouveau à, en quelque sorte, la glorieuse Grande Guerre 1914-1918. Comme je suis de ceux qui pensent, heureusement je ne suis pas le seul, que cette guerre quand même a d'abord été un massacre de générations entières, du côté français, du côté allemand, et côté russe, etc. Ils y sont tous passés, sans parler des Africains, évidemment, ou des Australiens, voilà, ils y ont mis tout le monde dans ce tombeau, voilà. Donc j'avais, si je puis dire, un compte à régler avec cette guerre, même si, mon père ayant fait cette guerre, j'avais pris soin de commencer ce livre par un retour à mon père, pour dire, mon père, qui est un enfant de la science publique, il traverse toute la guerre et il en sort officier de l'armée française. Voilà. Donc, vous voyez, c'est une histoire à la fois personnelle et en même temps, j'avais envie de dire la victoire de Jaurès, je l'ai appelé comme ça, ce livre, par provocation vis-à-vis de Clémenceau, avec qui je n'ai pas vraiment de compte à régler, mais dont je pense que la gloire de Clémenceau, nationale, avec les statuts, avec tout, a éclipsé, pour moi, le vrai victorieux, c'est Jaurès. Pourquoi ? Parce que je pense que la vraie victoire sur cette guerre, c'est la victoire de la clairvoyance de Jaurès. Jaurès avait tout compris avant qu'elle commence, et elle s'est passée à peu près exactement comme il pouvait le craindre. Alors voilà, ça c'est, vous voyez, c'est un double retour à Jaurès, le journaliste et l'homme qui a vu venir et qui a vu clair dans ce qu'allait être 14-18, la fameuse Grande Guerre. Dernier retour à Jaurès, tout à fait imprévu, qui n'est pas dû ni au journalisme ni à la guerre 14-18, c'est le retour que j'ai fait avec ce petit bouquin qui s'appelle « Je suis Jaurès ». J'imagine c'est facile à comprendre. Je suis Jaurès, ce n'est pas un je suis Jaurès à la place de je suis Charlie, c'est un je suis Jaurès après je suis Charlie. Parce que je suis Charlie, tout le monde a compris, c'est un cri d'indignation, d'émotion, qui fait en sorte que si vous les avez massacrés comme ça, eh bien nous sommes quand même là. Et nous n'acceptons pas ça. Voilà. J'ai été dans la marche républicaine de Paris, comme sans doute beaucoup ont été dans les marches républicaines de ce fameux 11 janvier. Sauf que,
à un moment donné, si vous voulez, au retour du 11 janvier, j'ai fait comme beaucoup, c'est me poser des questions. Encore heureux, il n'y a que Manuel Valls qui puisse dire des choses du genre expliquer, c'est déjà un peu excuser. Voilà. Donc, je pense qu'il faut tout le temps expliquer. Ça, c'est la grande tradition française qui nous vient des Lumières. Bon, eh bien, le travail que j'ai essayé de faire, c'est un travail de réflexion sur mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce pays pour que de telles horreurs puissent se produire. Voilà. Je dois vous dire que je me suis vraiment décidé à écrire, pas le 12 janvier, pas au mois de janvier, un peu plus tard. Quand est survenu un deuxième événement, c'est le mois de mars. En mars, 23-30 mars, élection départementale, une abstention massive, une poussée du Front National. Comme réflexe républicain, on fait mieux quand même. On ne participe pas aux élections, le parti du marché, c'est le parti, disons, pour parler vite, c'est compliqué le Front National, mais pour parler vite, qui est quand même un parti, je pense, démagogue, xénophobe, bon, qui comment dire, exploite, disons, le malheur qui est ressenti par beaucoup de Français. Voilà. Donc, c'est un couple infernal. C'est-à-dire à la fois, d'un côté, un certain fanatisme religieux déclaré au nom, usurpé, d'après ce que beaucoup de gens qui connaissent bien de l'islam, et de l'autre côté, un certain nationalisme, hyper-nationalisme, qui lui aussi, d'ailleurs, ne se prive pas de temps en temps de piocher dans ce qu'ils appellent la souche hyper-catholique ou ultra-catholique. Vous savez, quand même, Marine Le Pen, le 1er mai 2015, on n'y a pas suffisamment prêté attention, c'est quand même quelqu'un qui dit place de l'Opéra, eh bien, elle parle de l'avant et l'après Jésus-Christ comme repère universel dans la course du temps. Voilà. C'est-à-dire que la mesure de l'humanité, c'est Jésus-Christ. Moi, je n'ai rien contre Jésus-Christ, au contraire, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup intéressé, je suis de famille catholique. Bon, je ne vous dirai pas ce que je suis devenu après catholique, ça ne vous regarde pas. Bon. Mais, en tout cas, on voit bien que là, il y a tout d'un coup une exacerbation de ce qu'ils appellent l'identité, de réflexes identitaires. Identitaire, croit-il musulman, Mahomet, etc. Bon, et l'identitaire catholique, chrétien, évidemment, qui refuse les autres. Ces religions, évidemment, excluent les autres. Ce sont des pratiques religieuses d'exclusion. Voilà. Donc, ça, si vous voulez, ce choc entre janvier et mars, pour moi, ça a été très important. Je ne suis pas le seul à le dire. Bon, je ne savais pas, quand même, qu'il y aurait un deuxième choc à peu près de même nature en fin d'année, c'est-à-dire le 13 novembre, le Bataclan et les terrasses de café du côté de la République, où, quand même, ces fous furieux, mais qui sont des fous furieux qui ne sont pas que fous, qui sont aussi des massacreurs au nom d'une sorte de reconquête, vont massacrer dans le Bataclan et aux terrasses de café des jeunes gens qui n'avaient le tort uniquement de venir essayer de vivre agréablement entre eux. C'est ça, cette histoire. Bon, c'est une horreur. Elle redouble celle du 7 janvier, donc à Charlie Hebdo. Bon, et derrière, au mois de décembre, ça recommence. C'est à nouveau abstention, Front National. L'abstention, 70% des jeunes se sont abstenus aux élections de décembre. C'est quand même un désastre. Parce que s'il y a lieu que cette République se remobilise, il faut quand même que les jeunes en soient. Je ne conçois pas beaucoup de républiques qui puissent retrouver du crédit si elle n'a pas sa jeunesse avec elle. Voilà. Donc c'est à partir de là que, si vous voulez, je suis allé rechercher l'ami Jaurès, parce que ça, depuis un certain temps, et plus ça va, plus ça me le confirme, si vous voulez, je crois que la colonne vertébrale de la République, elle est chez Jaurès. Pour moi, elle se définit en 3 mots. C'est la République sociale, laïque et universelle. Voilà, ça, c'est le tronc. Ça ne veut pas dire la République est un corps vivant, elle va beaucoup bouger, se contredire, d'accord. Mais à un moment donné, elle a un socle, la République sociale, laïque et universelle. Je vais essentiellement vous parler de la République sociale, parce que universelle, on aura l'occasion d'en parler avec donc Paul Quillès. Je pense que Paul Quillès, quand je vous ai dit que je faisais Retour à la République, ce que j'ai trouvé intéressant, quand j'ai pu prendre connaissance de son livre Paul Quillès ou Comment rester socialiste de Mitterrand à Jaurès,
d'une certaine manière. C'est pas moi qui l'ai écrit. Hein. D'accord. Alors, avec Serge Regour et André Cabanis. Voilà, d'accord. Bon, enfin, c'est quand même aussi, d'une certaine manière, un retour à Jaurès. Hein. Voilà, avec cet aspect qu'il va développer, je pense, sur la question de la guerre, de la paix, du désarmement, surtout, qu'il occupe aujourd'hui. Sur la République sociale, j'ai voulu être simple. Bon, c'est-à-dire, j'ai tiré 3 fils. Le premier fil, c'est la jeunesse. Je pense, et je mesure mes mots, que ce qui s'est passé pour la jeunesse depuis un certain nombre d'années, c'est pas la peine de vous dire le nombre d'années, mais c'est quelque chose d'absolument indigne. Je pense que, premièrement, le nombre des chômeurs, des précaires, des gens qui ont des petits boulots, qui gagnent pas beaucoup, chez les jeunes, est absolument impressionnant. Moi, au bénéfice de l'âge, j'ai vécu les années 60, même les jeunes ouvriers n'étaient pas traités comme ça. Ils n'étaient pas traités, ils étaient considérés. Ils souffraient peut-être, bon, c'était dur le boulot, mais quand même ils étaient considérés du point de vue du salaire, des comités d'entreprise, je les ai bien connus chez Renault, à Billancourt, voilà. Aujourd'hui, on n'en est plus là, et malheureusement, on voit bien, je lisais dans le Parisien, dans le train en venant, bon, le Parisien, il y a des études qui disent qu'il y a 3 millions de jeunes Français aujourd'hui qui sont déjà partis à l'étranger ou qui sont en partance. Pourquoi ? Parce qu'ils ne trouvent plus en France ce qui répond à leurs aspirations. Mais c'est pas possible, des choses pareilles. J'ai un petit-fils qui a 28 ans, c'est un garçon magnifique, il a 2 masters, il fait 1m88, brillant footballeur, les gosses il est assistant d'éducation, les gosses l'adorent, etc. Bon, mais ce garçon, un jour, il va peut-être partir, me dit-il, parce qu'il pense qu'il est toujours au SMIC. Il est payé au SMIC, 1280 €. Hein, 2 masters, un garçon brillant, etc. Voilà, donc ça, je pense que là, le SMIC, depuis 10 ans, n'a pas été revalorisé. Là, il y a un coup de pouce. Bon, tout le monde a compris quand même, c'est qu'il y a des élections à venir, alors il y a un petit coup de pouce. Bon, s'il y en a un autre qui arrive en 2017, il y aura un petit coup de pouce, merci. Voilà, mais ça, je pense que c'est un désastre. Voilà. Donc, ce fil de la jeunesse, là, je pense que si la République veut retrouver du crédit, il faut qu'elle retrouve du crédit chez les jeunes. Bon. Qu'est-ce qui peut à nouveau remobiliser les jeunes et tout? C'est quelque chose où ils se sentiront, eux, concernés, engagés. Voilà. Et comme on le voit un petit peu dans l'actualité. Mais là, je ne suis pas venu ici pour faire une conférence sur l'actualité sociale, même si elle est très intéressante. La deuxième fil que j'ai tiré, c'est la réduction du temps de travail. J'ai quand même observé, c'est pas très malin, que les marqueurs de la République sociale, si vous regardez bien, 3e, 4e, 5e République, c'est pas compliqué. La 3e République, c'est le repos du dimanche, 1906. C'est la journée de 8 heures, qui est une grande revendication ouvrière, en 1919. Toujours la 3e République, 36, le Front populaire, 40 heures, congés payés. 1946, la 4e République qui ressort de Vichy, eh bien, c'est quoi? C'est la retraite à 60 ans. Énorme réduction du temps de travail. La retraite à 60 ans. Elle ne s'appliquera que dans les années 80, grâce au gouvernement du programme commun des années 80. C'est pas appliqué tout de suite, mais le principe a été acquis en 1946. En 97, avec le retour de la gauche, même si cette gauche a été compliquée et tout le monde ne l'a pas perçu toujours de façon aussi positivement qu'on peut le croire, mais enfin, ça a été quand même les 35 heures. Comme vous l'entendez en ce moment, les 35 heures, ça pose problème. Bon, mais enfin, quand même, là, il y a eu les 35... Donc, toujours réduction du temps de travail. Pourquoi ? Parce qu'il y a un principe qui fait que, à un moment donné, la réduction du temps de travail, du travail contraint, pas du travail chez soi, non, du travail contraint, ça allège la peine des hommes. Et moi, je dis aujourd'hui que ceux qui tendent à inverser cette tendance à la réduction du temps de travail, c'est-à-dire, c'est très compliqué ce qu'on entend. Alors il y a un peu, oui, mais les 35 heures, oui, mais les heures supplémentaires, et si on pouvait s'arranger, là, il y a quelque chose qui ne colle pas. Parce que ça résonne aux oreilles, ben vous ne travaillez pas assez. Voilà. Et ça, c'est un mauvais signal. Je pense pour le crédit social de la République. Le troisième fil que j'ai tiré, pour ne pas être trop long, à un moment donné, c'est le fil collectif. Vous savez, Jaurès, il écrit le 19 mars 1887 dans la Dépêche un article, je pense, très important, qui n'a l'air de rien dans son titre, ça s'appelle « Délégué mineur ». Et qu'est-ce que dit Jaurès ? Eh bien, il pourrait y avoir un accord entre la compagnie des mines et les mineurs, pour qu'ils aient des délégués qui pourraient être
choisis comme ça, d'un commun accord et tout. Et donc Jaurès dit non, il ne faut pas faire du tout comme ça, il faut que ces délégués soient indépendants de la compagnie. Donc il faut qu'ils soient élus. Et deuxièmement, dit-il, la liberté, il faut qu'il y ait une loi. Parce que la liberté, écrit-il, si elle n'est pas soutenue par la société et comme doublée par la loi, cette liberté n'est qu'illusion et mensonge. Dans les contrats entre le fort et le faible est le plus souvent perdant. Je ne vous fais pas un dessin, mais on voit bien que cette idée actuelle qui est débattue sur le contrat plutôt que la loi, pourquoi on dit pour assouplir la loi? Et en fait, pour tourner la loi, c'est une chose qui remonte à loin et qui remonte à Jaurès. Et c'est si vrai qu'à un moment donné, cette idée, à un moment donné, de la loi et qui fait que le collectif social, à un moment donné, pourquoi est-ce si important? Parce que ça va être une grande œuvre aussi du Front populaire. On va fêter le Front populaire dans pas longtemps, au mois de mai, là, 2016. Mais on va fêter quoi? On va fêter la victoire de la gauche? Oui. Antifasciste? Oui. On va fêter les 40 heures? Oui. Les congés payés, les premiers de l'histoire? Oui. Mais est-ce qu'on va fêter aussi la loi créant les conventions collectives? Est-ce qu'en haut lieu, ici, où on est en train de dire qu'il faut qu'un contrat d'entreprise négocié dans des conditions quand même un peu bizarroïdes, à un moment donné, doit désormais, l'emporter sur des conventions de branche ou sur la loi? Bon, je pense que c'est grave, ça. Et je voyais combien je pense que Jaurès nous est utile, parce que cette histoire n'est pas née d'il y a quelque temps. C'est pas des petites lois votées à la sauvette. Non, c'est toute une histoire française qui fait que la Convention, comme le dit Jaurès, ce collectif, protège l'individu. En 1906, il y a un grand débat à la Chambre entre Clemenceau et Jaurès. Il est quasiment philosophique. C'était formidable, cette époque. Et en gros, je vous résume grossièrement, Clemenceau dit ce qui fait la société, c'est l'individu, et Jaurès lui répond non. Oui, certes, c'est l'individu, mais c'est l'individu dans certaines conditions sociales. Voilà. Donc on voit bien que cette question du collectif est une histoire française qui est encore là et qui est restée très importante. Pour finir, j'ai encore 5 minutes. Oui. Ça peut aller. Bon. Alors, non. Il se trouve que quand on parle de la jeunesse, bon, évidemment, on pense à un grand discours de Jaurès que vous connaissez sans doute, qui a été prononcé ici, au lycée d'Albi, qui devait s'appeler déjà la Pérouse, je pense. Voilà, merci Paul Quillet. Bon. Et c'est un discours absolument admirable. Alors, il est tellement admirable que c'est devenu une espèce de tube, quoi. Et on ne sait plus très bien ce qu'il y a dedans. On dit c'est formidable, il est magnifique et tout. Et ce qu'il y a, c'est que il raconte la République, en fait. Depuis Athènes, depuis Rome, etc. Mais il y a dedans des formules qui sont, comment dire, c'est du Jaurès pur. C'est la République est un grand acte de confiance et un grand acte d'audace. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que c'est un grand acte de confiance parce qu'elle doit gagner la confiance des citoyens et elle doit garder la confiance. Et je pense que quand on regarde l'histoire de la République depuis la première en 1792, après 89, si vous voulez, on voit bien que la République a regagné la confiance par son audace. Elle a été audacieuse en 1792, ça Jaurès l'explique très bien, elle a été audacieuse en 1846, c'est la seconde, elle a été audacieuse en 1870 avec la commune qui arrive derrière, mais c'est déjà l'enseignement qui arrive, et la laïcité. Bon. Et elle est audacieuse, la quatrième, en 1946. C'est le CNR, c'est le programme du Conseil national c'est les grandes réformes de la libération, la sécurité sociale, voilà. Donc, j'avance l'idée que si la République aujourd'hui doit, à un moment donné, regagner la confiance, il faut qu'elle soit audacieuse. Et pour être audacieuse, je ne suis pas sûr qu'il suffise d'une élection présidentielle, ni même d'élection générale. Je pense que ça doit être l'affaire des citoyens. Et qu'il n'y a pas de renouvellement de la République s'il n'y a pas, dans une certaine mesure, je fais attention à mes mots, un certain soulèvement de la société. Soulèvement, c'est pas forcément avec des barricades, des mitraillettes et des fusils. Un soulèvement, c'est d'abord un soulèvement des esprits. C'est un soulèvement social, avec des idées fortes qui arrivent, qui émergent, et que la société porte en avant, et arrive à imposer, s'il le faut,
par les manifestations, par le vote, bien sûr, le suffrage universel et tout. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là, mais pour moi, si vous voulez, la République demain, j'ai du mal à la concevoir s'il n'y a pas un mouvement de la société assez fort et assez jeune, à un moment donné, où les jeunes se retrouveront. Vous savez, on me pose souvent la question, mais par exemple ici, ça se trouve, on peut se regarder et dire, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes. Ça, il faut le reconnaître. Bon, c'est un problème. C'est un problème de la société, de la politique aujourd'hui. Mais j'ai l'habitude de dire, et je vais m'arrêter, si vous voulez, moi j'ai vu des jeunes, je sais qu'ils étaient là. En 1944, les résistants étaient d'abord des jeunes. Bon, ils ont été là en 68, les étudiants ou les jeunes ouvriers. Ça a commencé avec des jeunes ouvriers. Ils étaient là en 95, les grandes grèves de l'hiver 95, pour la défense des services publics. Et je dois dire, je les ai vus aussi de près en 2003 au Larzac. Ils étaient au moins 100 à 200 000 jeunes qui étaient là. Pour dire le monde n'est pas une marchandise. Il y avait Beauvais, bon, très bien, une star médiatique, mais c'est vrai que le fond, c'était quand même ça. Voilà. Donc, pour finir, je pense qu'il va falloir que nous puissions construire. Alors, je ne parle là comme auteur d'un livre ou journaliste. Je ne suis pas le Deus ex machina, mais je pense qu'il va falloir, pour arriver à redonner du souffle et du crédit et de la force à la République, il va falloir s'orienter vers quelque chose qui renouvelle un peu le fond de la société. Voilà, merci. Bon, merci Charles pour cette intervention. On a un petit peu dépassé le temps, mais c'est pas grave, c'était intéressant. Et maintenant, je vais laisser la parole à Paul qui laisse. D'abord, merci de m'avoir invité. Ça m'a obligé, mais c'était un plaisir de me replonger dans des tas d'écrits, non seulement de Jaurès, mais ceux que j'ai écrits sur Jaurès depuis pas mal d'années. Et je l'ai fait avec plaisir parce que moi, je ne suis pas journaliste. Je suis pas né dans Jaurès. J'ai vécu Jaurès progressivement, si je puis dire. Je montrerai à l'instant un livre que j'avais acheté ici à Albi lors d'une fête de la Rose, le 21 octobre 1979, préfacé par Vincent Auriol, un livre sur Jaurès que j'avais lu à l'époque. Je ne dirais pas que c'est une découverte, un petit peu quand même, si. À l'époque, je n'étais pas mon guide spirituel, mais il l'est presque devenu, et c'est peut-être ce qui a inspiré les deux biographes, Cabanis et Rebourg, lorsque, après avoir traversé plusieurs périodes de militants politiques, à la base, ça arrive, et j'ai collé des affiches, et j'étais secrétaire d'une section, et j'ai commencé à me colter aux problèmes qui sont ceux de militants, qui aujourd'hui d'ailleurs sont de moins en moins nombreux, malheureusement, dans tous les partis politiques, et en essayant de comprendre un petit peu quelles étaient les valeurs qui sous-tendaient le militantisme. C'est pas simplement d'accéder à un poste, c'est pas simplement des questions de pouvoir, c'est pas des questions financières, c'est des valeurs, cet objectif de voir traduit par l'action ce que l'on espère, c'est la fameuse dualité entre le rêve, l'idéal que l'on poursuit et le réel, et essayer de transformer le réel pour qu'il se rapproche de l'idéal. Et moi, j'ai plus particulièrement plongé, si je puis dire, dans l'atmosphère jaurétienne en arrivant dans le Tarn, début des années 90, en me disant qu'étant député de la circonscription de Carmaux, j'avais un devoir. Je me souviens que je me le suis tout de suite fixé à moi-même, c'était de faire quelque chose pour Jaurès, pour la mémoire de Jaurès, dont je constatais qu'il était un peu trop parmi les Tarnais que je rencontrais, les plus anciens ou les plus jeunes, comme une sorte d'icône. Vous savez, ces statues qu'on met sur la cheminée, et cette citation. Jaurès n'aurait pas pensé, Jaurès, et moi, vous savez, monsieur le député, je me trompe pas, on a toujours voté depuis Jaurès à gauche. Et puis quand je les écoutais sur certains sujets, je m'y retrouvais pas tout à fait. Mais c'était la tradition, et je me suis dit, il faut faire quelque chose, il faut aller au-delà de cette espèce de souvenir quasi mythique et religieux. Je me souviens, Mitterrand avait une formule, il parlait de la statue de la Vierge Noire. On fait quelques prosternations devant la statue, et après on fait n'importe quoi.
Et je me suis dit, non, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et j'ai profité en quelque sorte du 80e anniversaire de la mort de Jaurès en 94 pour organiser un grand spectacle qui n'a pas été très compris au début. Et après, oui, quand ça a réussi, tout le monde trouvait ça bien. Ils ont tué Jaurès. Ils ont tué Jaurès et c'était la fameux titre de l'Humanité au 1er août 1914, au lendemain de l'assassinat de Jean Jaurès. Et ils ont tué Jaurès, ça a été un grand spectacle, il est venu beaucoup de monde, et ça m'a obligé, moi, et ceux qui ont participé, qui l'ont préparé, qui ont joué, à rentrer dans l'histoire du personnage. Ce personnage qui avait cette capacité exceptionnelle, on peut le dire, peu fréquente de nos jours, de faire le lien, la synthèse entre le local, le national et l'international. Ça ne se voit pas souvent aujourd'hui. Il y a cette formule que j'aime bien, parce que moi, c'est un petit peu dans mon cursus politique. J'étais ingénieur pendant 15 ans dans le domaine de l'énergie, et ensuite je me suis intéressé au problème de l'énergie dans le monde politique. Et c'est ce fameux slogan penser global, agir local. Et je trouve que, c'est pas une formule de Jaurès, mais il aurait pu la soutenir. Cette idée de penser la globalité du monde, de penser la globalité du pays, penser la globalité d'une communauté humaine et d'agir sur le terrain. Et il le disait, ce qui compte, il le disait, ce qui compte, c'est pas simplement la parole, c'est aussi l'acte. Et il l'a prouvé. Et il l'a prouvé, et dans le spectacle de 94, il y a le fameux passage sur la construction de la verrerie ouvrière, de la VOA, et toute cette histoire extraordinaire où Jaurès est passé de la théorie à l'acte, et qu'il a montré, il en a subi les conséquences, parce que contrairement à ce qu'on a dit, s'il a perdu les élections de 1898, c'est beaucoup à cause du transfert de la verrerie sur Albi et des pertes d'emplois. On a dit c'est l'affaire Dreyfus. Oui, c'était l'affaire Dreyfus, mais dans l'électorat carmosin, c'était surtout le fait, même si les femmes ne votaient pas à l'époque, que moi j'ai eu des témoignages. Ah bah oui, avec Jaurès, on a perdu des emplois, on est obligé d'aller sur Albi. Mais au-delà de cette anecdote, ce qui était important, c'est que il est passé à l'acte pour montrer que la propriété sociale, c'était possible. Mais la difficulté, et j'ai lu avec intérêt le livre de Charles Sylvestre, Je suis Jaurès, la comparaison entre la verrerie ouvrière, la VOA, et Gémenos, je la trouve sympathique, mais en même temps, vous savez, c'est cette coopérative à la suite du lâchage d'Unilever, qui est remarquable, qu'ils ont fait, comme a été remarquable l'expérience de la VOA. Mais on voit, malheureusement, je le dis en le regrettant, je ne prenais pas ma remarque comme une remarque opposée à cette expérience formidable et à ce que représentent les coopératives. Mais dans le monde de l'époque, ça n'a pas été suivi d'effet. Il n'y a pas eu 10, 20, 50 VOA en France. Et de la même façon aujourd'hui, il y aura encore moins aujourd'hui avec la mondialisation et tous les problèmes qui commençaient à exister à l'époque, mais qui existent aujourd'hui de façon fantastique, avec l'ouverture des frontières, avec les concurrences, avec les traités internationaux qu'on nous mijote, avec l'incapacité de l'Europe à faire en sorte qu'il y ait un minimum d'harmonisation fiscale, sociale, et qui facilite un peu plus les délocalisations à l'intérieur même de l'Europe. Donc je dis, ça c'est la limite en quelque sorte, et je le dis avec regret dans la voix, de dire ces expériences sont des démonstrations que l'on peut produire autrement, qu'on peut avoir des relations sociales différentes, mais comment généraliser, comment aller au-delà de ces expériences et de ces démonstrations. Ça n'invalide pas ces démonstrations, mais ça n'est pas ainsi que la société peut totalement se développer, me semble-t-il, et je le dis en le regrettant. Moi, j'ai une particularité dans ma vie politique, c'est que j'ai été au gouvernement pendant plusieurs années. Alors, c'est un avantage, parce que j'ai vu de l'intérieur ce qui se passait, et c'est un inconvénient. Parce que je m'entends répliquer, je me le dis à moi-même, mais pourquoi n'a-t-on pas fait cela ? Pourquoi, alors qu'on avait dit, on n'a pas fait ? Et j'ai un regret pour Jaurès, ne lui répétez pas, c'est qu'il n'a jamais été au gouvernement et qu'il n'a pas voulu y aller. Il a soutenu Mitterrand, et ça a créé un grand trouble dans le mouvement socialiste de l'époque, parce que lui pensait, il était
Il était révolutionnaire, bien sûr, il disait en permanence, mais il disait aussi qu'il était réformiste. Et il avait cette fameuse formule, qui était, je crois, de Marx, sur l'évolution révolutionnaire, que je trouve une très belle formule. C'est faire en sorte que par les évolutions, les réformes, on dirait, que l'on met en œuvre, on prépare une révolution de la société, qui était l'objectif que se fixait Jaurès. Jaurès, il y avait trois parties dans son raisonnement sur la société. Il y avait la République, dont parlait Charles Sylvestre tout à l'heure, encore qu'aujourd'hui, ça me gêne toujours un peu de dire qu'on est républicain, avec les nouvelles... Non, ça ne me gêne pas de dire que je suis républicain, mais il peut y avoir confusion sur la marque aujourd'hui, vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a eu la première partie, l'instauration de la République. Tu as dit la première, la deuxième, la troisième. Encore que sous la Troisième République, il y avait les républicains et les socialistes. Jaurès a démarré républicain. Avant de venir à Carmaux en 92, après la grève des mineurs, il était républicain. Pas modéré, il était tout de suite très, très actif, mais il était républicain. Et il est venu au socialisme en quelques années. Donc il y a la République, le socialisme, et il y avait, il ne faut pas oublier, ce qu'il appelait, qui l'a toujours fait passer pour une sorte de rêveur. On ne peut pas dire doux rêveur, parce que le mot doux ne s'appliquait pas du tout au comportement de Jaurès, mais la paix universelle, le bonheur universel, l'objectif qu'il fixait, l'idéal, et se battre pour atteindre cet objectif de paix universelle. Et c'est en ce sens-là que dans ce monde avant la guerre de 14, début du XXe siècle, même un petit peu avant, il y a eu quelques grosses guerres, c'était un monde d'affrontements terribles. On a tendance, et on l'a surtout fait il y a 2 ans, lors de la commémoration du 100e anniversaire du démarrage de la guerre de 14, on a eu tendance à dire, et moi j'ai eu souvent à répondre à ce commentaire, mais est-ce que vous ne trouvez pas justement que le climat aujourd'hui ressemble à ce qu'était le monde avant la guerre de 14 ? Oui et non, oui et non. Oui, parce que Jaurès l'a formidablement bien démontré, et il en a été la victime. Il y a eu dans toute la période qui a précédé la déclaration de guerre, 2 août 1914, il y a eu des enchaînements, des erreurs des diplomaties, des erreurs des gouvernements, des alliances invraisemblables, une volonté du capitalisme international de créer des affrontements, de les entretenir, une soif de conquête. Et ce sont tous ces enchaînements qui se sont traduits par la guerre de 14. Je vous renvoie à un discours extraordinaire, je trouve tellement beau que je l'ai enregistré, je peux le voir quelque part sur mon blog, c'est le discours qu'il a prononcé à Vèze, dans le Rhône, pour aller soutenir un candidat socialiste, Moutet, je crois, et c'était 1 semaine avant son assassinat. Et il a fait un discours absolument, tout à fait jaurétien, et on sent le ton monter vers la fin, 1 semaine avant la déclaration de guerre, où il dit dans tous les pays d'Europe, les gens vont dans la rue, leur petite torche à la main, et soudain c'est l'incendie. 1 semaine avant, et soudain c'est l'incendie, et il prévoit le nombre de morts. Il dit c'est pas des centaines de milliers de morts comme il y a eu dans les Balkans. Il y a eu le conflit des Balkans qui avait été terrible. Ce seront des millions de morts, etc. Donc il entrevoyait la boucherie qui allait se produire. Et moi j'ai encore un deuxième regret que j'ai pour Jaurès, mais on peut toujours réécrire l'histoire, bon, j'aime pas trop, mais je me dis, qu'est-ce que ça aurait été bien qu'il soit là, en août, et parce qu'il y avait un congrès de l'Internationale à Vienne, le 8 ou le 10 août 1914, et qui devait aborder le sujet qui avait agité toutes les réunions de l'Internationale dans la période précédente, qui était la grève générale. La grève générale qui devait avoir lieu dans tous les pays. Et il y avait des affrontements, des difficultés entre Français, socialistes allemands, Rosa Luxembourg. C'était assez dur entre eux, mais ils étaient en train d'arriver. Et c'est là le regret que j'ai, je me dis, après tout, il y a déclaration de guerre, est-ce que l'internationale aurait eu lieu à Vienne ? Ça m'étonne qu'elle ait pu avoir lieu à Vienne, elle n'a pas eu lieu d'ailleurs. Et qu'est-ce qui aurait été dit, qu'aurait dit Jaurès par rapport à cette idée que la grève internationale, le rassemblement des prolétaires, comme on disait à l'époque, puisse empêcher la guerre ?
Je ne sais pas si ça aurait réussi, pas plus que je ne sais ce qu'il aurait fait s'il avait été présent au Congrès de Tours en 1920. On peut réécrire l'histoire de cette façon-là, c'est pas intéressant, mais j'ai toujours ce petit serment de me dire c'est terrible, la disparition de Jaurès, c'était une perte inestimable, mais en même temps, ça a été une période où il a terriblement manqué au mouvement socialiste, à la classe ouvrière, il a manqué considérablement. Et je vais dire quelques mots, je ne sais pas combien de temps j'ai encore, parce qu'on ne s'entend pas parler. Ça va, je suis dans les temps. J'aurais dire quelques mots sur ce qu'était, pour compléter un peu ce qu'a dit Charles tout à l'heure, ce qu'était une obsession de Jaurès, qui était l'arbitrage international. Alors, c'est une expression qui a plus de sens aujourd'hui, sauf que l'arbitrage international, c'est faire en sorte, c'était avant la SDN. La SDN, c'est après la Première Guerre mondiale. Elle n'a pas tellement bien réussi, on sait pourquoi. Mais c'était un peu l'idée de l'arbitrage international. Faire en sorte que l'on épuise toutes les voies de recours avant la guerre. Et Jaurès, qui a toujours été présenté, je l'ai encore entendu il n'y a pas longtemps, comme une espèce de pacifiste bélan. Ce n'était pas un pacifiste bélan, il a écrit en 1910, 1911, un livre. En fait, ce n'est pas un livre, c'est une proposition de loi. J'ai rarement vu, j'étais député de nombreuses années, une proposition de loi où les exposés des motifs soient comme ça et le texte soit comme ça. En général, c'est plutôt l'inverse. Et donc, lui, ça a été un livre, L'Armée nouvelle, qui est un livre extraordinaire, qui montre, alors évidemment, il est plus adapté au monde d'aujourd'hui, à l'armée d'aujourd'hui, mais qui montrait que ce n'était pas quelqu'un qui oubliait la sécurité de son pays, la défense de la patrie. Et on peut dire, comme le dit Gilles Candard, que Jaurès était pacifiste et patriote. Et là aussi, comme je disais tout à l'heure, pour républicain, j'ose à peine utiliser le mot patriote quand j'entends certains à l'extrême droite abuser de ce mot, comme si le fait de vouloir être au service d'une patrie et d'être patriote, c'est rejeter l'étranger, c'est des soupçons de racisme permanent et un rejet de l'autre qui était tout le contraire de ce que voulait et ce que demandait Jaurès. Donc l'arbitrage international, c'est cela dans le monde d'aujourd'hui. C'est faire en sorte que les conflits du Moyen-Orient, qui sont des conflits terribles, et je dis ça aujourd'hui, après ce qui vient de se passer à Bruxelles ce matin, terrible attentat. On en parlera tout à l'heure si vous le souhaitez, mais il y a beaucoup à dire sur la façon dont on réagit et dont les gens qui réfléchissent peu et qui se laissent aller uniquement à l'émotion peuvent en tirer des conséquences qui sont de mauvaises conséquences et surtout de mauvais enseignements. Donc cette volonté d'arbitrage international, elle peut s'illustrer aujourd'hui, puisqu'on parlait de la République aujourd'hui et comment Jaurès peut nous être utile dans le monde d'aujourd'hui, par exemple dans ce qui s'est passé vis-à-vis de l'Iran. Vis-à-vis de l'Iran, pas vous raconter toute l'histoire depuis la chute du Shah, l'arrivée de Khomeini, etc. Mais il y a eu, à l'évidence, dans un régime qui n'est pas, alors aussi, une république islamique. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on rajoute un adjectif à république, ça donne des choses un peu bizarres. Hein. Bon, mettons. Donc, dans ce régime, qui est un régime théocratique, qui a sa logique, il y a eu un affrontement violent avec les États-Unis, considérés comme le cœur même de l'Occident, des Occidentaux. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu pendant 8 ans un affrontement entre l'Iran et l'Irak, soutenu par les Occidentaux, avec l'utilisation d'armements chimiques, dont on a dit pendant des années que c'était les Iraniens qui l'avaient utilisé, alors que c'était Saddam Hussein. Bref, tout ça pour dire que quand on prend une situation à un moment donné, il faut toujours essayer de comprendre d'où elle vient, quelles en sont les origines. Alors moi, quand je fais des conférences sur le Moyen-Orient, je remonte toujours à Mahomet, à 632. On me dit que c'est pas assez loin, qu'il faudra aller encore plus haut. Mais quand on prend toutes ces phases de l'histoire, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, quand on voit certains affrontements, on voit certaines réactions, il faut essayer de comprendre. Comprendre, c'est pas expliquer. Je veux dire, comprendre, c'est expliquer, mais c'est pas excuser, pardon. Hein? C'est pas excuser, mais c'est comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Parce que si on ne comprend pas ce qui s'est passé, d'où cela vient, quels sont les partis en présence, quelles sont les alliances, quelle est la volonté des uns et des autres, ben, on peut apporter des réponses totalement inadaptées et fausses. Et ben, dans cette affaire de
entre guillemets, le nucléaire iranien, dont vous verrez qu'il y a un film à cette heure-ci qui passe sur France 5 qui s'appelle « La France, le président et la bombe ». Et dans ce film, que vous retrouverez sur mon blog parce qu'il est enregistré, curiosité, France 5 l'a diffusé 3 jours avant sur Internet alors qu'il passe à l'heure actuelle. Ça, c'est quelque chose qui est pas très courant, mais c'est pour faire de la publicité pour l'armement nucléaire. Et vous verrez ce qui est dit sur l'Iran, qui est absolument incroyable, qui ne correspond absolument pas à ce qui s'est passé, à savoir que le nucléaire iranien, c'était un risque, et que le risque ne devait pas être contré par un bombardement, comme certains le proposaient, y compris un ancien président de la République, plus le Premier ministre israélien, qui ne le faisait pas, mais qui menaçait, et qui créait un climat dans la population au niveau international comme un pays susceptible de menacer par un armement nucléaire nos pays, donc il fallait s'armer, donc il fallait en mettre plus, donc il fallait faire un bouclier antimissile, etc. Alors que l'autre solution qui a été retenue, qui était plus lente, c'est ce que dit Jaurès, la lenteur des accomplissements, les grandes tâches, la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements, et c'est par des années de discussion avec des enceintes de l'ONU, etc., qu'on est arrivé à un arbitrage, pas encore terminé, mais c'est bien avancé, qui permet de faire une désescalade. Même chose qui pourrait s'appliquer ce qui se passe en Ukraine ou dans d'autres régions du monde. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être capable de montrer sa force et sa capacité de résistance, mais en même temps de chercher au maximum la concertation, les négociations. Quelqu'un disait l'autre jour qu'on a inventé la diplomatie pour empêcher la guerre. Et parfois aussi, dans certains cas, pour conclure la guerre. Et je vais faire une parenthèse sur... Une conclusion, c'est ça, une parenthèse en conclusion, sur ce qui s'est passé ce matin, où j'ai entendu et réentendu, à Bruxelles, ce que j'ai entendu et réentendu, pas simplement des journalistes, mais des responsables politiques, nous dire on est en guerre, c'est la guerre totale, etc. Moi, je m'élève contre ce vocabulaire qui est déplacé. Guerre, c'est des armées contre les autres. C'est contre un État. C'est avec un objectif. Là, il y a un objectif. On le connaît, l'objectif. Et il faut contrer cet objectif. Mais dire que l'on est en guerre, une guerre totale, ça rappelle tragiquement ce qui a été fait par les États-Unis avec l'Irak, avec l'Afghanistan, où ça a traîné sans fin. On voit le résultat à chaque fois. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut être naïf, ça ne veut pas dire qu'il faut être incapable de trouver des réponses, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être capable de se défendre, mais ne penser à la guerre comme une réponse aux problèmes du monde d'aujourd'hui, problèmes qui sont nombreux, j'en ai abordé qu'un, on pourrait en aborder bien d'autres, c'est se tromper sur l'état du monde, et c'est en quelque sorte, pour des hommes et des femmes de gauche que nous sommes, c'est trahir Jaurès. Et je crois que cela, il faut bien le garder en tête et savoir que quand il parlait d'arbitrage international, aujourd'hui, c'est cela, c'est l'ONU, c'est les négociations, c'est l'intelligence collective, et il n'est pas interdit d'être intelligent. Bien. Bon, je pense que peut-être tout d'abord, chacun aura à cœur de réagir un petit peu sur le discours de l'autre. Donc, on peut commencer peut-être par là. Charles Sylvestre, sur ce qu'a dit Paul Quilles. Bien sûr que je vais réagir. Non, comment dire. D'abord, je voudrais dire qu'il y a une phrase célèbre, formule qui est archi connue, archi battue, qui est le capitalisme portant lui la guerre comme la nuée dormante. Il n'a jamais dit le capitalisme porte la guerre comme si chaque fois qu'il y avait le capitalisme, la guerre arrivait, parce qu'il était quand même un peu plus dialecticien et nuancé que ça. Comme le capitalisme porte en lui la guerre, comme la nuée dormante porte l'orage. Un jour, la nuée qui dort, craque, voilà, et l'orage arrive. Bon, c'est ça que ça veut dire, c'est l'image, quoi. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette formule? Bon, ça veut dire une chose, c'est que Jaurès a étudié
la question. Il ne se contentait pas de formules comme ça, presque toutes faites, non. Et par exemple, le discours de West dont parlait Paul Quilles tout à l'heure, bon, c'est très émouvant parce qu'il voit bien que la guerre arrive et il a une formule quand même qui est très importante à mes yeux. Il dit, et notre ministre des Affaires étrangères dit à l'Autriche-Hongrie, nous vous passerons la Bosnie-Herzégovine à condition que vous nous passiez le Maroc. Bon, on voit bien que là, c'est, disons, ce que Jaurès appelait les guerres de proie. C'est-à-dire, la guerre est faite à un moment donné pour s'emparer de territoires, de marchés, de zones d'influence, etc., etc. Voilà. Je pense que, si on y réfléchit bien, après les choses sont toujours plus compliquées, bien sûr, mais si on y réfléchit bien, ce qui se passe au Moyen-Orient, ce qui se passe à l'est de l'Ukraine, doit aussi continuer à nous faire réfléchir à partir de cette formule de Jaurès. Parce que si je vous dis que les conflits du Proche-Orient, les guerres qui se présentent comme parfois religieuses au Proche-Orient, et quand même les gens qui se connaissent bien savent très bien que sous la guerre, sous le pavé de la guerre, il y a la plage de l'économie et des intérêts beaucoup plus mercantiles qu'on ne croit. Eh bien, on sait que ce pays, ces zones, depuis longtemps, depuis le début du XXe siècle, est infesté par une dispute d'intérêts économiques coloniaux pendant un temps, la France, la Grande-Bretagne, etc., bon, l'Empire britannique, mais aussi parce que, par exemple, depuis des années, la question du pétrole et du gaz empoisonne cette région, et on voit bien que là, ce qui se passe actuellement entre l'Arabie Saoudite, le Qatar, bon, l'Iran et tout, il y a toujours ça qui est derrière. Il y a ce trésor de richesse qui est là, pour combien de temps? Je ne sais pas, mais c'est ça qui est quand même... Qu'est-ce que c'est accaparer l'État islamique, Daesh, tout de suite? Mais c'est des puits de pétrole. Et comment ont-ils se sont financés? Mais par des ventes illégales, mais des ventes quand même de pétrole à travers la Turquie. Donc on voit bien que cette histoire est toujours là. C'est pourquoi je pense que l'arbitrage dont parlait Paul Quilles, évidemment, c'est absolument central chez Jaurès. Bon, parce que quelque part, on peut se dire que ça aurait pu marcher avant 14. La conférence de Genève, là, qui quelque part a arrêté un peu le bras de la guerre en Iran, qui allait se déclencher, on n'était pas loin. Je crois que François Hollande préconisait, lui, de faire la guerre en Syrie, c'est-à-dire, quelque part, de généraliser la guerre. Bon, ça, je pense que c'était une erreur grave. Apparemment, il semble que ce soit les Américains qui les rappelaient un peu à la raison. Bon, de temps en temps, ils ont des avantages, les Américains, ne serait-ce que parce qu'ils ont le sens du réalisme. Voilà. Donc, eh bien, ça, si vous voulez, la notion d'arbitrage doit jouer à plein. Bon, c'est quelqu'un, Jaurès, vous savez, il y a un débat sur le dernier article de l'attitude finale de Jaurès avant la guerre. Il y a des gens, c'est d'ailleurs présent dans le fameux discours à la jeunesse en 1903, on l'a traité d'optimiste. Il était trop optimiste parce qu'il pensait pas que la guerre allait avoir lieu. C'était tellement horrible qu'il n'arrivait pas à se résoudre à penser que la guerre allait avoir lieu. Bon, mais justement, Jaurès, jusqu'au dernier moment, il préconisait des discussions entre l'Allemagne et l'Angleterre. Voilà, il a tout tenté, Jaurès, diplomatiquement, dans la mesure de ses moyens. Il n'était pas au gouvernement. Bon, Paul Quilles, il n'était pas au gouvernement. Vous pensez que peut-être il aurait été utile qu'il y soit? Ça, si vous voulez, d'abord, il n'était pas pressé de le faire entrer au gouvernement, les gens qui occupaient le gouvernement. Je ne suis pas sûr qu'il était si pressé que ça, lui, d'y entrer, parce qu'il pouvait se méfier de ce qu'on allait lui faire faire. Jaurès, c'est un homme, quand même, qui a dit un jour, il y a mieux que de gouverner, c'est de faire des choses positives par ceux qui gouvernent. Bon. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est appliqué à faire constamment, d'ailleurs. C'est un grand, c'est un grand fabricant de lois, Jaurès. Parce que lui, il se battait, y compris avec sa plume, à un moment donné, et puis son groupe, il était député, voilà. Et quand ça arrivait à faire la loi, comme c'est arrivé quand même un certain nombre de fois, dont la plus spectaculaire, c'est quand même la loi de séparation des églises et de l'État, du 9 décembre 1905, Jaurès y a mis la main dans cette loi. Il n'était pas au gouvernement. Mais enfin, il jouait un rôle dans le groupe socialiste, qui est un véritable, avec le groupe radical de Clémenceau. Juste un mot pour finir, c'est sur le rêveur. Bon, c'est une chose qui m'énerve. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a deux questions que je ne connaissais mal avant de les avoir découvertes. Un, c'est le voyage en Amérique latine, c'est sur les migrants.
Il y a un petit livre qui a été édité par le parti de gauche, qui est une préface de Mélenchon. C'est 15 conférences sur l'Amérique latine. Je vous encourage vivement à lire ces textes de conférences. Parce que, de quoi traite-t-il? Parce qu'il est en Argentine, un pays neuf, il parle des migrants. Qu'est-ce qu'il dit sur les migrants? Jaurès dit, alors là, le rêveur, là, vous avez votre compte, hein. Il dit, il faudra bien qu'un jour, les pays apprennent à élaborer des protections sociales mutuelles. C'est-à-dire que les travailleurs qui émigrent d'un pays à l'autre, il faudrait que les pays s'entendent pour que ces gens soient protégés. Et il dit, avec l'universalité du droit social, les pays apprendront à considérer l'étranger comme un travailleur, un frère. Qui que tu sois, si tu as fourni ton effort utile à l'humanité, en te secourant, c'est l'humanité que l'on secourt et que l'on récompense. Voilà. La deuxième chose qui est de l'ordre du rêveur, c'est sur l'islam. Bon, quand il rentre d'Amérique latine, Jaurès, il parle de l'islam à la Chambre des députés. Et il s'adresse aux députés et il leur dit, messieurs, vous ne connaissez rien à l'histoire de l'islam, à la civilisation arabo-islamique. Vous ne connaissez rien au droit musulman. Et lui, il leur dit, l'islam, on est en 1912, hein, il leur dit, l'islam est traversé de deux tendances contraires. L'islam fanatique, oui, fanatique, et l'islam moderne qui veut relivre son vieux livre de prière, le Coran, dans un esprit de paix, de liberté et de fraternité. Et c'est à ce moment-là où cette tendance cherche à s'affirmer que les fanatiques disent « Mais comment voulez-vous vous entendre avec cette Europe et cette France qui n'a avec nous que des canons et des fusils ?» Voilà. C'est-à-dire que Jaurès a compris quand même à un moment donné que si vous voulez favoriser l'émergence d'une chose qui évolue de façon positive, notamment dans l'islam, c'est pas le moment d'aller envoyer des bombes. Voilà, que ça ne se réglera pas comme ça. Je vous ai cité les migrants, je m'arrête. Si vous voulez les migrants, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ce problème, bon, moi j'ai relu Fernand Braudel à cause des noyades en Méditerranée. Ça s'appelle la Méditerranée, c'est un livre magnifique. Bon, c'est le berceau des civilisations. L'islam, l'Occident, la civilisation orthodoxe. On en fait un cimetière de pauvres. Bon, eh bien, comment peut-on arriver à résoudre cette question s'il n'y a pas, je ne dirais pas l'arbitrage, mais s'il n'y a pas une concertation planétaire? Parce que sinon, c'est insoluble. Ça continuera. Avec des barrières, avec des coups de fusil, avec Madame Merkel un jour qui dit « moi je prends les migrants » et le lendemain je les échange avec la Turquie. On va continuer longtemps comme ça. Bon, c'est impensable. Donc cette question qui ne va pas s'arrêter demain, les migrants climatiques, les migrants de la faim, les migrants des guerres et tout, je pense, je m'arrête, mais je crois que là, non, Jaurès n'est pas un rêveur. Jaurès est un réaliste parce qu'il comprend que ces grandes questions de la civilisation à l'échelle planétaire, il va falloir les résoudre par la discussion. Voilà. Jaurès n'était pas rêveur. Oui. Quand vous parliez de François Hollande qui voulait intervenir en Syrie, et vous avez fait la remarque là, doucement là, c'est que, en fait, si les Américains ont empêché François Hollande d'intervenir en Syrie, c'est qu'ils ne voulaient pas revivre ce qu'ils avaient vécu en Irak. C'est ce qu'a dit Obama, hein, voilà. Et à juste titre. Ouais. Le problème est plus compliqué que ça. Ils ne veulent pas recommencer les erreurs passées, mais ils pensent aussi que la carte du monde est en train de bouger et que ce qui est important, c'est pas ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est ce qui se passe en mer de Chine. Et ce qui se passe là-bas. Et ils ont déjà déplacé des capacités militaires et des investissements en conséquence, parce que Charles Sylvestre a parlé du pétrole. Il s'est passé un événement extrêmement important ces derniers temps, depuis 2 ans, c'est que la production de gaz de schiste américain, de gaz et de pétrole de schiste américain ont augmenté, ce qui a fait que les Américains se sont retrouvés pour la première fois tout à fait autonomes, et donc ayant moins besoin du pétrole moyen-oriental et notamment d'Arabie saoudite, et qu'en mesure de rétorsion, alors la rétorsion était double, parce que les Saoudiens n'ont pas du tout apprécié l'accord passé avec l'Iran, en raison de l'affrontement traditionnel entre Perses et Arabes, entre Iraniens et Saoudiens notamment, les pétromonarchies du Golfe, et en mesure de rétorsion, ils ont inondé le marché, ce qui a fait tomber les prix. Et faisant tomber les prix,
Il faut voir dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui et les interconnexions. En faisant baisser les prix du pétrole, non seulement ils ont baissé leurs revenus, mais je dirais qu'ils ont un magot à côté qui leur permet de survivre. Mais un certain nombre de pays, que ce soit la Russie, que ce soit le Venezuela, tous ces pays-là ont souffert terriblement parce que leurs revenus principaux étaient tirés du pétrole. Donc il y a eu ce phénomène curieux, c'est que les Américains ont dit on ne veut pas recommencer l'histoire du Vietnam, de l'Afghanistan, de l'Irak, donc calmez-vous un petit peu les petits Français. Dans le même temps, ils investissent massivement, diplomatiquement, militairement, économiquement du côté de la Chine, pensant que le centre de gravité du monde est en train de se déplacer, ce qui n'est pas totalement faux, mais ils sont bien obligés de rester au Moyen-Orient. Alors, sur la question des migrants que vous évoquez, et là, on peut revenir à Jaurès, c'est qu'on est en train de mettre du plâtre sur un mur qui s'effondre. Alors, on peut mettre du plâtre, on peut même mettre de la peinture sur le plâtre. Mais le problème de fond, c'est pourquoi ces migrants? C'est à peu près la moitié de la population syrienne qui est soit à l'intérieur, au Liban, n'en parlons pas, c'est une catastrophe totale, ou qui traverse vers la Grèce et vers l'Europe. Alors, les solutions qu'on essaye de trouver sont j'allais dire misérables, sont terriblement inefficaces, parce que l'Europe n'est pas organisée. Rentrer dans les détails de l'opération de Frontex et des moyens ridicules qui ont été mis à disposition de ces opérations de protection des frontières. Si on dit que l'Europe c'est une frontière, que c'est la liberté de circulation, c'est Schengen, il faut se protéger aux frontières. Ou alors ça n'a plus de sens. Alors on peut rêver, on dit il faut pas, mais quand vous vous retrouvez avec 1 million de personnes dans des conditions absolument misérables et épouvantables, il faut bien faire quelque chose. Mais encore une fois, il faut remonter, et je reste nous inviter toujours ça, à remonter à la source, à l'origine des problèmes. Charles Sylvestre avait raison de dire tout à l'heure qu'il y a des odeurs de pétrole là derrière. Et en remontant dans l'histoire, après la guerre de 14-18, où la Turquie s'était quand même un peu trompée, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, et où il y a eu plusieurs traités, le traité de Versailles, le traité de Lausanne, et il était prévu dans un premier temps qu'il y ait un État kurde. Et ensuite, c'est moi qui ai touché, non, c'est ça non. Ouais. Quand les Turcs ont regagné les territoires qu'ils avaient perdus à partir de 1920-1921, à partir de ce moment-là, la promesse qui avait été faite aux Kurdes de leur constituer un État a été abandonnée. Et aujourd'hui, c'est une partie, c'est pas le seul, mais une partie des problèmes. Et pourquoi qu'est-ce qui s'était passé entre-temps? Toutes les promesses faites par les Occidentaux qui n'ont pas été tenues, on a trouvé du pétrole à Kirkouk. Et ça a changé la donne. C'est pour aller dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure. Mais donc, remontons à cette histoire, ça ne donne pas des solutions obligatoirement pour aujourd'hui, mais ça permet au moins de comprendre d'où on vient et quels sont les types de réponses à apporter. Et s'agissant de l'immense pagaille qui existe dans cette zone, qui ne s'est pas arrangée d'ailleurs depuis une semaine avec le départ des Russes qui sont arrivés, qui ont bombardé, qui sont repartis, enfin bref. Donc là, on est dans une région où, un jour ou l'autre, et très vite, il faudra régler le problème de ces différentes communautés. Je ne crois pas, moi, demain, qu'il y aura un État syrien comme il était, qui est une fabrication, Syrie comme l'Irak, d'après la Première Guerre mondiale. Mais il faudra bien trouver quelque chose pour les Kurdes. Ça ne réglera pas tout, parce que dans le même temps, les Turcs n'ont leur problème, c'est pas l'État islamique, hein. C'est le PKK et c'est les Kurdes. Donc voilà, je m'éloigne peut-être du sujet, mais il faut remonter à la source pour comprendre d'où on vient. Je voudrais dire un mot, par contre, à propos de ce qu'on a dit sur Jaurès qui n'a pas été au gouvernement, qui préférait donner des conseils, qui préférait orienter. Bon. Mettons que dans la Troisième République, les institutions de la Troisième République, c'était possible. Le problème aujourd'hui, et moi c'est un de mes combats, hein, j'en ai pas 50, j'en ai 2 principaux. Le premier c'est le désarmement nucléaire et l'autre c'est les institutions. On a laissé se développer en France un système, alors on parle de république, on parle de démocratie, qui est tout simplement une monarchie présidentielle.
Je veux dire, c'est tellement évident. Alors on peut appeler ça République, on peut appeler ça démocratie, 5e République, dire on veut la 6e ou la 7e, mais le problème principal, il est là. C'est qu'on laisse à une personne, et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas de ce président, évidemment, ça a simplement été accentué par les décisions prises en 2000 qui ont inversé le calendrier et réduit le septennat à un quinquennat. J'étais, moi, un des seuls, à l'époque, ça je m'en honore, à dire « attention, on va à une catastrophe ». On m'a dit « mais tu n'as rien compris ». On m'a dit donc, à cette époque-là, au moment de la décision prise en 2000, « tu n'as rien compris, il faut réduire la durée du mandat présidentiel et il faut inverser le calendrier ». J'ai dit « mais c'est absurde, inverser le calendrier vise tout simplement à faire que les représentants du peuple, que sont théoriquement les députés, ne sont qu'une conséquence de l'élection présidentielle. Et donc, c'est une évidence, et que l'on voit à chaque fois, et qui conduit à quoi? À une minoration du rôle du Parlement, minoration du rôle du député, à un système de fonctionnement moi j'ai écrit un livre à l'époque, en 2000, il s'appelait gentiment 577 des députés pour quoi faire. Et je l'ai vécu, moi, à l'intérieur, des présidents de commission. Et encore, à l'époque, je trouve que ça bougeait un peu plus qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, avec l'accentuation de la communication instantanée, on a l'impression que le rôle des politiques, le rôle des représentants du peuple est minoré. Et j'en reviens à comparaison avec Jaurès. Peut-être qu'à l'époque de la Troisième République, le Parlement pouvait un peu plus agir sur le gouvernement, et qu'il y avait des changements de gouvernement qui n'étaient pas simplement le fait du prince, qui était aussi le fait de majorité qui pouvait changer. Et alors, à ce moment-là, je sais ce qu'on me répond. On me dit, oui, mais évidemment, vous rêvez de la 4e République et de l'instabilité ministérielle. Je crois qu'on est injuste envers la 4e République, elle a eu de gros défauts, mais il s'est passé aussi des choses qui étaient plutôt positives à bien des égards. Quelques horreurs dont on se souvient très bien, et il y avait une instabilité ministérielle incroyable. Moi, j'ai un souvenir de jeunes députés arrivant à l'Assemblée, et avec Maurice Faure, vieux renard de la 4e, 5e République, Maurice Faure, moi c'est le premier débat à l'Assemblée, et il me prend par le bras, et avec son accent rocailleux, il me dit « Oh petit, tu sais pas, tu te rends pas compte », il dit « c'est ennuyeux là, les débats, c'est rien du tout, ça intéresse personne ». Il dit « avant, tu sais, tu faisais un bon discours et tu faisais tomber le gouvernement ». Je ne pense pas que ce soit l'idéal quand même, mais c'était simplement, ça m'a fait réfléchir, je me suis dit « bon, on est là, pourquoi ?» Et quand vous vous retrouvez à 2h du matin, alors c'est fini maintenant, je crois que ça se termine plus tôt, mais mettons 1h du matin à faire un discours et qu'il y a 5 députés en séance, ou quand vous êtes ministre de la Défense, que j'étais présentant le budget de la défense du pays et qu'il y a 10 députés en séance au maximum, ou pire encore, une séance de questions au gouvernement au Sénat où je viens répondre à une question d'un sénateur et je réponds à la question et puis d'un seul coup je me retourne, il n'y avait plus de sénateur, il était parti parce qu'il prenait son train ou son avion et ça s'est terminé que j'ai parlé pour la sténo et il n'y avait strictement plus personne. Quand vous vivez ces choses-là, vous vous dites, il ne faut pas s'étonner que les citoyens avec la communication aujourd'hui, instantanée, rapide, aient une opinion piètre de la politique, de la vie politique, des partis politiques. Et tout ça est, à mon avis, tout à fait suicidaire. Donc je plaide, moi, c'est mon espoir en tout cas, pour que les nouvelles générations puissent revenir sur ce mode de fonctionnement qui est complètement contradictoire avec l'idée qu'on peut se faire de la République. Avant, j'ai retrouvé, c'est Jacques Trin qui a retrouvé un texte de 2007 où vous disiez je me souviens de ma solitude lorsque je me permis de critiquer cette mesure, dont je pressentais les conséquences néfastes sur l'équilibre des pouvoirs, c'est-à-dire que débarrasser le président de ses attributs monarchiques. Donc, ce dont vous venez de dire. Juste un mot pour vous dire qu'à cette heure-ci passe, on en discutait au moment du repas, un film sur France 5 qui s'appelle La France, le président et la bombe, qui est un film de propagande pour la propagande officielle, sponsorisé par le ministère de la Défense, pour expliquer que la France est protégée, donc vous êtes protégés parce qu'il y a l'armement nucléaire et parce qu'il y a un homme, le président, qui peut appuyer sur le bouton, c'est pas comme ça que ça se passe, mais enfin qui est capable de donner l'ordre.
Et dans ce film incroyable, je vous demande vraiment, regardez-le, vous ne serez pas déçus, enfin vous serez effrayés parce que vous voyez des docteurs Folamour toutes les 5 minutes qui racontent des horreurs, et vous verrez qu'à un moment donné, on vous explique, et moi j'ai déjà commencé à faire du bruit autour de cette affaire, qui, à mon avis, est un signe de cette monarchie hallucinant. C'est écrit, c'est un film qui est tourné par des spécialistes avec le soutien du ministère, et qui vous explique que si on est en guerre et que le président est mort, le pauvre, ça peut lui arriver, comme à tout le monde, à ce moment-là, ne vous inquiétez pas, Françaises, Français, le nucléaire, devait être d'habitude le président du Sénat, c'est pas le président du Sénat, ça devait être le Premier ministre, c'est pas le Premier ministre, c'est pas le ministre de la Défense, c'est peut-être, et vous le verrez, regardez-le bien, un inconnu de province. Alors, je trouvais que le de province est assez déplacé, parce que c'est un peu méprisant. Mais enfin bon, c'est de province probablement parce qu'il est prévu que Paris est rasé, que le président est mort, et qu'il y a quelqu'un qu'on ne connaît pas, un inconnu, qui lui a les codes nucléaires pour donner l'ordre aux sous-marins, aux SNLE, qui sont tapis sous l'océan, d'aller raser Pékin ou je ne sais quoi. Enfin, je vous dis ça a l'air anecdotique, ce que je raconte là, mais je trouve que c'est symbolique d'une vision monarchique de nos institutions qui est, que moi, je trouve révulsant. Alors, oui. Monarchie, je n'attendais que ça. Bon, simplement, monarchie, on appelle parfois cette monarchie républicaine, électorale, c'est vrai, ça passe par des élections, la monarchie, hein, c'est pas le droit divin, sauf que si c'est pas le droit divin, il y a peut-être un autre droit caché qu'on aperçoit mal. Et à cet égard, je pense que la monarchie politique et la monarchie économique se croisent de façon très intime. Pour une fois, je vais vous citer de façon extrêmement positive François Hollande. François Hollande, c'est quelqu'un qui, quand il était candidat à l'élection présidentielle en mars 2012, il a fait un grand meeting au Bourget. Bon, et vous pouvez le relire, vous allez sur Internet, vous verrez. Qu'est-ce que dit François Hollande? Il dit « Mon adversaire n'a pas de visage, il n'a pas de nom, il n'est pas candidat aux élections, mais c'est lui qui gouverne. Mon adversaire, c'est la finance. » Bon, c'est-à-dire qu'il est placé pour le savoir, il est premier secrétaire du Parti socialiste depuis des lustres, y compris y compris, oui, enfin pas mal de temps, y compris quand même, il est dans ce poste quand le vote non des Français à la Constitution européenne a été retourné en oui par un subterfuge qui a fait que le texte a été changé par Nicolas Sarkozy. Le Parti socialiste, à la demande de François Hollande, s'est abstenu, courage, bon, et donc a laissé passer l'affaire. Voilà. C'est-à-dire le nouveau texte de cette loi, donc il y a eu le Congrès qui a adopté la loi, donc terminer le référendum français. Vous avez voté oui, mais le Congrès, lui, va adopter cette loi que vous aviez repoussée. Pardon, vous avez voté non. Oui, vous avez voté non, bien sûr. On va s'y perdre dans les oui, les non, à force de chambouler tout ça, voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a entre la monarchie économique que Jaurès a dénoncé très souvent. Jaurès c'est quand même un homme qui dit à un moment donné, ce n'est plus seulement dans la cité, c'est aussi dans l'atelier, dans la production, dans le travail, dans la propriété qu'il faudra mettre en place selon le type républicain. C'est quand même quelqu'un qui veut faire entrer l'esprit de la République dans l'entreprise. Bon, ce qui va loin, entre nous soit dit. Et voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que cette histoire de monarchie économique et de monarchie politique, c'est très sérieux. Le 14 mars dernier, il n'y a pas très longtemps, c'est lundi dernier, je crois. Hein, il y a eu des négociations entre les syndicats, le patronat et le gouvernement. Il y avait Manuel Valls, bon, tout ça, c'était très organisé, très cadré. On savait déjà, grosso modo, que la CFDT risquait de sortir en disant « Oh, finalement, c'est pas si mal que ça, etc. » Sauf qu'il y a eu un incident extrêmement intéressant. C'est qu'à l'issue de cette rencontre, il y a une dame qui s'appelle Carole Couvert. Elle est présidente de la Confédération générale des cadres. Et elle a dit la chose suivante, c'était une révélation. Eh bien, pendant la séance, j'ai eu un SMS de M. Gattaz, de M. Pierre Gattaz, qui m'a dit « Vous n'allez quand même pas vous cégétiser, hein, vous n'allez quand même pas bloquer cette loi, parce que si vous la bloquez, je ne serai pas à vos côtés quand il va falloir aider vos cadres. » Bon, c'est-à-dire que M. Gattaz, en quelque chose, à une certaine mesure, il fait la loi.
Alors, on l'appelle la loi El Khomri. Parfois, on dit la loi Macron, parce qu'on dit que c'est lui qui l'a inspirée en traitant cette dame El Khomri d'une façon que moi, personnellement, je déplore. Parce que, quelque part, on lui fait faire des choses, et puis on lui fait changer les textes, on lui fait changer les titres, etc. Bon, comme promotion de la femme, j'ai déjà vu mieux, mais en tout cas, là, on voit bien que c'est M. Gattaz qui l'inspire. Pour vous dire qu'à un moment donné, quand même, il y a des gens qui ne sont pas au gouvernement et qui font dans une certaine mesure les lois. Bon. Et que la phrase de Jaurès que je citais tout à l'heure, vous savez, il y a une phrase formidable de Jaurès, il parle de l'affaire Dreyfus. Donc il faut essayer de faire la part des choses. Il dit « Ô République imbécile, qui toi-même te trahissais, qui toi-même te couchais sous l'insolence des grands chefs, es-tu enfin réveillé et résolu à te défendre ?» Il parle des grands chefs de l'armée, c'est l'affaire Dreyfus, on est en juillet 1899. Bon, le Conseil de guerre continue à vouloir condamner Dreyfus, et là, Jaurès est très, très furieux, parce que le gouvernement, qui sait parfaitement à quoi s'en tenir sur l'innocence de Dreyfus, à cette date, là, en juillet 1899, accepte encore que l'armée fasse la loi. Donc l'idée, la République se couche sous l'insolence des grands chefs. Et moi, je me suis misé dans le livre par provocation, parce que je pense qu'il faut secouer le cocotier. Bon, des situations acquises, bon, je pense que la République a un peu tendance à s'incliner sous l'insolence des grands chefs. Évidemment, ce ne sont plus des généraux, comme ceux qu'a connu Paul Quilès, ce sont les chefs du CAC 40. Voilà. C'est-à-dire, dans ce pays, aujourd'hui, les gens qui, quand même, foncièrement, fondamentalement, continuent à faire la loi et que la République doit avaler tout ça, y compris des lois qui sont très, très à contre-courant du progrès social, eh bien, la République, je pense, quelque part, elle trahit ses promesses. Voilà. D'où le recours à Jaurès, parce que je crois que c'est un homme qui n'aurait pas accepté ça. Si je puis me permettre de dire ce que Jaurès pourrait faire aujourd'hui. Voilà. Excusez-moi de tirer Jaurès dans cette interprétation actuelle. Juste, pas prendre sur le temps de débat, mais je vais dire un mot dont on n'a pas parlé du tout, tous les deux, mais on parle de Jaurès, on peut juste qu'effleurer dans un temps aussi court la profondeur du personnage et surtout les thèmes qui ont été ces thèmes majeurs d'action. Il y en a un qui devrait nous tenir à cœur ici, dans cette salle, vu sa composition que j'imagine, c'est le Rassemblement de la gauche. Parce que si Jaurès a passé beaucoup de temps dans ses combats, ça a été pour rassembler les socialistes à l'époque, rassembler la gauche, on dirait, aujourd'hui. Et il a, contrairement, on n'en parle pas souvent, c'était un homme d'unité, mais c'était un homme de compromis aussi. Et au Congrès du Globe, le Congrès d'unification en 1905, il a mis de l'eau dans son vin par rapport à ses convictions pour justement arriver à une unification qui n'était pas évidente du tout, puisque le socialisme était éclaté en de grands nombres de chapelles qui disaient, on l'a vu au moment de l'affaire Dreyfus en particulier, ou au moment de la VOA, des choses extrêmement différentes, parfois très, très opposées. Donc, vouloir le rassemblement de la gauche, en quoi Jaurès pourrait nous être utile aujourd'hui? Je crois que ça serait bien utile, ça serait nécessaire. Et évidemment, ce rassemblement ne peut se faire que sur des valeurs communes. Normalement, ça ne devrait pas être trop compliqué. Sur des pratiques communes, ça c'est plus compliqué, surtout entre ceux qui sont aux affaires et ceux qui n'y sont pas, et devant une certaine volonté de ne pas transiger. Jaurès a été capable. Et aujourd'hui, et j'en remettrai pas sur ce que j'ai dit précédemment, les institutions sont telles qu'on parle plus des personnes, des égaux, des égaux EGO, et que des programmes, que des objectifs. Et on le voit dans ce débat sur les primaires à gauche, qui fait que moi, on m'a interrogé souvent, je dis que ça ne m'intéressait pas, parce qu'il s'agit, j'écoute et je connais les gens, il s'agit de savoir si on préfère tel ou tel, dans le cadre de cette, je ne sais pas si la formule est bonne, de monarchie républicaine, mais en tout cas monarchie élective, où chacun pense que il a une meilleure tête, il passe mieux à la télévision, il fait plus de tweets par jour, il raconte mieux son histoire, sa vie, etc. Et on le retrouve malheureusement à droite largement, mais à gauche aussi malheureusement. Donc cherchons l'inspiration dans Jaurès pour le rassemblement de la gauche.
Alors, un petit mot très court pour conclure. Non, parce Ensuite, que oui, ce que je voulais dire quand même, c'est qu'il faut remercier aussi Roland Fossac, qui est quand même à l'initiative de ce débat, de cette soirée, qui avait suggéré cette soirée. Donc, après, c'est nous qui l'avons organisée quand même. Non, mais voilà, dernier petit mot avant le débat. Non, mais très petit. Non, comme Paul Quilès parle du rassemblement de la gauche, alors je voudrais lui dire sans malice que quand Jaurès, disons, gagne en quelque sorte le leadership du Parti socialiste, c'est au Congrès de Toulouse, c'est pas loin, en 1908. Hein. Le texte adopté à l'unanimité, il a été écrit par la Fédération du Tarn, en fait, c'est lui. Bon, eh bien, ce texte, il y a quelques mots clés dans ce texte. C'est 1. Le Parti socialiste est un parti de révolution. D'accord ? 2. C'est parce qu'il est un parti de révolution qu'il est le plus essentiellement réformateur. Bon. Alors, le rassemblement de la gauche à laquelle qu'évoque juste comme ça Paul Quilès, le problème, c'est quand même comment ce rassemblement peut porter d'une certaine mesure la révolution jaurétienne, je dis bien jaurétienne, il ne faut pas se tromper là-dessus, et donc la réforme au vrai sens du terme. C'est-à-dire pas des réformes Valls-Macron, mais des réformes à la Jaurès. Donc, si vous voulez réfléchir aux réformes à la Jaurès qui pourraient être adoptées aujourd'hui, je vous y encourage vivement, et après, on pourra peut-être s'entendre là-dessus. Voilà, bon. Donc, le débat avec la salle va commencer. Bien, alors le débat avec la salle, c'est simple, des questions courtes. Vous vous adressez à l'un, à l'autre ou aux deux. Je pense qu'ils ont abordé les sujets dans tous les sens. Moi, j'ai une question là, vous ne devez pas manquer de questions à poser. Immédiate oui. À M. Quilès par rapport à ce qu'il vient d'exprimer. Est-ce que dans son esprit, le rassemblement de la gauche inclut le Parti socialiste de 2016 ? Parce qu'à votre avis, ça comprend qui alors ? Ça comprend. C'est le rassemblement. Il n'y a pas d'exclusif dans le rassemblement. Ah non. Le rassemblement, à partir du moment où on le fait sur des valeurs, des objectifs, etc., il n'y a pas d'exclusif. Je veux dire, sinon, ce n'est pas le rassemblement. Et d'ailleurs, même sans rester sur le principe, en regardant les chiffres, je pense que... Hein, ah non, mais les chiffres... Non, mais... Je pense que des gens de l'assistance m'ont compris, quoi. Ben oui, moi aussi. Alors, une question à M. Charles Sylvestre. Vous avez insisté beaucoup sur la condition des jeunes aujourd'hui. Et vous dites, disons la France ou la République que nous léguons aux jeunes est absolument inadmissible. Je pense que nous pouvons, en tant qu'adultes et en tant qu'enseignants, balayer devant notre porte. Nous devons quand même, dans l'héritage idéologique et le modèle républicain et les valeurs de liberté, égalité, fraternité, penser que, bien sûr, la tarte à la crème, le discours à la jeunesse, c'est-à-dire les jeunes bourgeois albigeois de 1905, en tant que prof de philo, mais ce qui est quand même l'héritage et le modèle républicain que nous léguons est exprimé par Christian Taubira. Et le discours à la jeunesse de Madame Taubira, qui démissionne précisément parce qu'elle estime qu'il y a des valeurs républicaines, qui sont transcendantes et sur lesquelles il est impossible de transiger. Je pense que là, on donne aux jeunes ce modèle républicain. Et le deuxième aussi, modèle républicain, puisque vous avez dénoncé l'état d'abandon dans lequel nous laissons les jeunes, dans cette école laïque qui est une machine à, produire des exclus, c'est-à-dire 120 000 jeunes qui sortent de cette école pour finir sans qualification professionnelle. Il y a aussi, les réformes de Hirsch. Et qu'est-ce qu'il dit Hirsch ? C'est-à-dire, il réintroduit pour les jeunes l'idée de service civique. Et je crois que le grand malheur de cette génération, c'est que précisément dans la construction d'eux-mêmes en tant que citoyens de la République, le grand malheur, ça a été la disparition du service militaire.
Et je pense que là, c'est un point qui, à mon avis, c'est un enjeu de valeurs républicaines sur lequel nous devons revenir. Et enfin, le dernier point, là je ne suis absolument pas d'accord avec Paul Quilles. Il est évident qu'il fait l'impasse sur l'évidence, disons, de la guerre, c'est-à-dire le moteur de l'histoire au XXIe siècle va être la guerre des religions qu'ont fait Huntington. Vous voulez répondre comme ça, là, maintenant, ou j'attends une autre question? Vous attendez une autre question? Non? Oui? Bon. Moi, je voulais parler rapidement des jeunes. Les jeunes, ils font de la politique autrement. Vous les trouvez à Sivins, vous les trouvez à Notre-Dame-des-Landes, vous les trouvez sur le plan écologique et aussi sur le plan de la fraternité. Elle existe chez les jeunes. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Oui, c'est pas un jeune qui prend la parole, ce sont les amis de Jaurès à Toulouse qui prennent la parole. Et à mon nom personnel, donc, je pense que la République, la démocratie est en danger. La République et la démocratie sont mises en danger par nos dirigeants que nous avons pourtant élus et mis en place. Et ce sont eux-mêmes, et avant tout eux-mêmes, et les dirigeants politiques quels qu'ils sont, comme disait Paul Quilles tout à l'heure, je pensais qu'il y avait un minimum d'intelligence dans les gens qui nous gouvernaient. Et je suis revenu sur cette question-là, et je suis déçu de voir ce manque d'intelligence dans les gens qui nous gouvernent. Parce qu'à un moment donné, je ne vais pas faire parler Jaurès actuellement, c'est pas le but, mais je ne suis plus engagé au Parti Socialiste comme je l'étais il y a encore un an. J'ai démissionné, je ne pouvais plus supporter cette politique pour laquelle je n'ai pas voté. J'ai été trahi, je pense, à titre personnel. Mais sans vouloir parler de Jaurès aujourd'hui, mais je reste maintenant ancré sur des valeurs et pas sur des écuries, pas sur des strapontins et des cuisines internes qui mettent en place telle ou telle et telle. On a passé notre temps à voter pour les beaux yeux de l'un, pour la bonne parole de l'autre, etc. Moi, je reste ancré maintenant sur des valeurs jaurétiennes, et des valeurs, c'est en matière d'éducation, de civilisation, d'humanisme, de vie internationale, de société, etc. Parce que moi, quand j'entends parler de croissance économique et qu'on se gargarise de croissance économique, moi, j'oppose à cela la croissance sociale. Où est le progrès social dans une politique avec un gouvernement qui se dit encore de gauche et qui n'a rien de gauche? Alors, je reste socialiste, j'enlève tous les adjectifs que l'on veut mettre derrière, démocrate, libéral, etc. Je suis un socialiste, un pur et un dur, et je pense que je suis plus socialiste que certains dirigeants qui se prétendent encore socialistes aujourd'hui. Et les jeunes, à un moment donné, s'ils sont à côté de nous, on n'est pas dans le vivre ensemble, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, on vit les uns à côté des autres, et on ne vit pas cette société dans le vivre ensemble. On a créé des ghettos, quels qu'ils soient, des ghettos sociaux, et je ne reviens pas là-dessus, mais aujourd'hui, on paye ce que l'on a semé quelque part. Et ça, je trouve que c'est un grand malheur, et nos dirigeants politiques en ont une sacrée responsabilité. Nous avons été trahis par eux-mêmes, et je ne voterai plus, je ne ferai plus partie d'une fan club d'une telle ou telle personne. Je reste attaché à des valeurs et non à des personnes aujourd'hui, et je ne suis pas naïf, mais je voudrais quand même qu'on prenne un peu une vraie hauteur, une vraie dimension pour une vraie politique aujourd'hui et demain. Oui, non, puisque Paul a lancé le débat sur les perspectives 2017, l'unité, etc. Il faut l'aborder, cette question. Elle est tellement importante et tellement actuelle et tellement grave qu'on ne peut pas la contourner. Alors, c'est pas ce soir qu'on va la régler, bien entendu, mais il faut que dans les jours et les semaines qui viennent, cette question soit traitée par toutes celles et tous ceux qui se réclament de la gauche. Vers quoi va-t-on en 2017 avec la politique qui est actuellement menée et tout ce qu'elle engendre? Bon, oui, c'est les institutions présidentielles telles que vous les avez décrites, c'est d'accord. Sauf qu'elles existent et qu'on ne peut pas faire comme si elles n'existaient pas. Elles existent et elles nous conduisent tout droit
vers une catastrophe politique avec un second tour écrit d'avance entre la candidate d'extrême droite et le candidat Juppé ou nôtre des Républicains, avec une gauche en lambeaux. Multiplication des candidatures à gauche, etc. Le candidat socialiste, je ne sais pas si c'est celui qui a été déclaré naturel par le premier secrétaire, ou un autre, etc., qui est avec les sondages tels qu'ils sont aujourd'hui, je ne vois pas trop comment ils pourraient évoluer autrement. Et puis, voilà, bon. Alors, primaire, tout de suite, ça évoque casting, voilà, les écuries autour de telle et telle personne. Si c'est ça, je fais partie des gens qui ne sont pas du tout intéressés. Mais pour moi, c'est la caricature de la primaire. La vraie primaire qu'il faut connaître, et pas dans 6 mois ou dans 8 mois, dans les prochaines semaines, c'est la primaire du débat entre nous, différents de nos sensibilités, de nos appartenances, etc., pour savoir quelles valeurs, vous l'avez dit, quelles orientations, quels axes. Est-ce qu'on veut changer les institutions, par exemple, et comment? Est-ce que cette Europe, on veut la changer, et comment? Et quelle politique internationale on veut mener, et comment? Il n'y a pas besoin de faire un programme commun. Il y a quelques points clés. Est-ce qu'on est capable de construire un socle politique sur lequel ensuite tel ou tel peuvent postuler pour porter ce socle politique? C'est ça la question, et pas une autre. Alors, moi, je crois que je m'engage, moi, dans ce combat dit des primaires, dans cet esprit-là, et non pas dans celui de choisir entre Pierre, Jacques ou Paul. Excuse-moi, c'est pas à toi que je pensais. Bon. Non, c'est pas la question, c'est pas une question que je pose. C'est une intervention que je fais parce que je considère que cet enjeu-là est majeur. Et ce que je constate, je finis, c'est que on se regarde toujours d'un œil méfiant, les uns et les autres, pour savoir comment on va empêcher que l'autre vous roule dans la farine. Alors si c'est ça, il n'y aura pas de débat, il n'y aura pas de rencontre, il n'y aura pas d'assises, il n'y aura pas d'états généraux comme le proposent certains, et on arrivera en octobre, novembre, décembre avec plusieurs candidatures et la catastrophe annoncée pour le printemps 2016. Bon. Si vous voulez répondre à cela, moi, j'ajouterai une question peut-être à la tribune. Est-ce que, puisque Jaurès devait nous aider à régler cette question de la République aujourd'hui, mais surtout la République demain, est-ce que, dans l'esprit de Jaurès, quelque part, il y avait ces idées de primaire? De quoi de primaire. Je n'ai pas dit des idées primaires. Il était tout sauf primaire. J'écoutais Roland et je me disais qu'il y a 2 ans, 1 an et demi, le club que j'avais fondé qui s'appelle Gauche Avenir, qui est maintenant en état de léthargie absolue, pour des raisons faciles à comprendre, c'est que ceux qui l'ont fait fonctionner ont tous pris leur envol de leur côté. Il y avait des hommes et des femmes de gauche de tous horizons. Et moi, je l'ai fait fonctionner pendant 6 ou 7 ans. Et il y a 1 an et demi, pendant 6 mois, on a fait ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, pendant 6 mois, on a auditionné des socialistes, des communistes, des écologistes, des spécialistes, des gens qui n'appartenaient à aucun parti, etc., sur tous les sujets qui pouvaient faire une plateforme. Et on a publié cette plateforme dans le désintérêt le plus total. Le désintérêt le plus total, c'est-à-dire que ça n'a pas été médiatisé parce qu'il n'y avait rien qui accrochait dans la médiatisation moderne, il n'y avait rien de scandaleux, il n'y avait pas de provocation, il n'y avait rien de démagogique, mais c'était un travail sérieux, qui existe toujours d'ailleurs. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ?
il faut qu'on dise les choses. Alors évidemment, on n'est pas dans une réunion politique ce soir, mais quand même, on parle politique. Il s'est passé que du côté du Parti socialiste, il y a un mode de fonctionnement qui est lié aux institutions et qui fait, je l'ai dénoncé moi, à l'intérieur même du Parti socialiste, qu'il est devenu, avec des nuances, une sorte de, de service après-vente de l'action gouvernementale. Et dans ce cas-là, on prend un service après-vente, il est obligé de dire que le produit est bon. C'est pas lui qui va dire qu'il est mauvais. Il peut à la rigueur dire qu'il faudrait le modifier, etc., etc. Mais enfin, ça reste souterrain. En général, le service après-vente va pas crier ce produit vaut rien, j'ai proposé de le changer. C'est à peu près comme ça que ça se passe. Le Parti communiste a été complètement phagocyté par Mélenchon. Moi, je le connais par cœur, Jean-Luc. En tout cas, l'électorat du Parti communiste. Non, mais je connais bien, je connais Pierre Laurent. J'ai souvent discuté avec lui et je sais exactement ce qu'il pense et quel est l'état du Parti communiste aujourd'hui. Les Verts, n'en parlons plus, parce qu'il y en a plusieurs morceaux. Emmanuel Cos participait à Gauche Avenir. Maintenant, mieux pas qu'on se recontacte, parce que je pense qu'on n'aurait pas grand-chose à se dire. Le NPA a été bouffé en partie par le parti de gauche, et il existe des tas de succursales qui sont créées par des gens que je connais, qui font un groupement ici, un club là, un ceci. Mais tout ça, mes amis, est voué à l'échec global, que chacun trouve son plaisir. Moi, je vais présider bientôt un club de réflexion au niveau national que je ne crée pas, il existe depuis 20 ans. Mais on m'a demandé de le présider, je vais le présider. On va faire des réunions, on va débattre de sujets. Bon, c'est des clubs de rencontres. Mais ça n'est pas comme ça que se fera le rassemblement. Je suis désolé. Le rassemblement, il faut qu'il y ait des gens qui se sortent de la tête qu'il y a une élection présidentielle dans quelques mois et qu'il faut négocier auparavant pour que, grâce aux primaires, on peut se positionner. Mais il y en a un qui a donné un bel exemple. C'est Valls, 5% aux primaires, et Premier ministre. Il est, je me rappelle, il a fait 1,5%, il est ministre, etc. Donc, je suis désolé. C'est ça qu'ils ont tous dans la tête. Alors, le mouvement dont tu parles, c'est pas simplement de faire des débats pour dire, alors en matière sociale, qu'est-ce qu'on veut, en matière d'éducation, qu'est-ce qu'on veut, etc. On peut le faire, c'est très facile. Mais ça ne conduira à rien parce qu'il n'y a pas la volonté des partis et des responsables politiques, et je sais de quoi je parle, il n'y a pas la volonté d'avoir ce débat et d'aller vers ce rassemblement. On n'en est pas là. Il n'y a pas de Jaurès aujourd'hui. S'il y avait un Jaurès, ça serait formidable. Parce que il avait, lui, il n'était pas tout seul, mais il avait cette volonté de forcer un petit peu le destin. Personne ne veut forcer le destin aujourd'hui, ils veulent juste forcer leur propre destin pour passer le plus souvent à BFM TV et au journal de 20h sur France 2. Bon, écoutez, je dis les choses un peu brutalement, mais c'est comme ça que je le sens, c'est comme ça que je l'entends, et c'est comme ça qu'on n'y arrivera pas. Et je ne suis pas en train de prédire des catastrophes, mais quand on voit arriver le mur, c'est pas la peine de klaxonner, pour faire du bruit, pour ne pas voir le mur qui arrive. Le mur est en train d'arriver s'il n'y a pas cette volonté. Alors moi, j'ose espérer qu'au-delà de cette modeste salle, nous ne sommes quand même pas les foules, il y a des messages qui passent pour faire comprendre qu'il faut faire bouger les leaders. J'ai quelques doutes, mais pour ce qui me concerne, j'ai fait passer le message, à vous de jouer. Oui, Charles. Il faut quand même savoir que, en termes d'élection, Jaurès, il avait fait sa religion. Ce n'était pas le présidentialisme, évidemment. C'était très clair. Je crois qu'il y a au moins une 50aine d'articles de Jaurès dans la Dépêche et dans l'Humanité, mais absolument pour les élections à la proportionnelle intégrale. C'est vrai. D'accord ? Bon, parce que Jaurès développe l'idée qu'à un moment donné, la proportionnelle, ce ne sont plus des combinaisons. Il se moque, il dit à un moment donné, on ne s'arrangera pas par des combinaisons à savoir quel sera le sous-préfet de tel endroit, etc. Non, lui, c'est un homme qui prend très au sérieux le suffrage universel, parce qu'il sait d'où il vient, ce suffrage universel, qu'il n'est encore pas universel d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas les femmes. Bon, mais en tout cas, ce qu'il dit, c'est que la proportionnelle obligera tous les partis à s'organiser, à définir leur idéal et à proposer leur programme. Et dit-il, ça répond à l'histoire de la proportionnelle qui ferait qu'un pays soit ingouvernable. Il dit, mais après la proportionnelle, où chacun aura la mesure de son influence, le Parti socialiste aura sa mesure, le Parti radical aura sa mesure, c'est exactement ce qu'il écrit. Bon, ça ne les empêchera pas ensuite
de discuter entre eux sur un programme de gouvernement, sur des réformes à mettre en œuvre au gouvernement. Voilà. Personnellement, je vais vous dire, là, je suis à peu près d'accord avec personne, mais je persiste à penser absolument comme Jaurès. Oui, il y a le Front National qui raflerait un paquet de députés. Et alors, qu'est-ce que ça a changé qu'à un moment donné, la loi électorale fasse ce qui est, je crois, il y a 2 députés du Front National, hein, il y a la petite là, dans le sud et tout. Mais qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que ça diminue l'influence du Front National? Est-ce que ça diminue l'impact du Front National dans les têtes? Est-ce que ça fait en sorte que le Front National n'a pas gagné ces villes ouvrières de la vallée de la Fensch, en Lorraine? C'est une horreur, ce truc. Ces petites villes de sidérurgistes, de mineurs et tout, sont devenues des mairies Front National. Est-ce que la loi électorale telle qu'elle est a empêché ça? Non. Donc je pense comme Jaurès qu'il faut, à un moment donné, il va falloir qu'on atteigne la vérité des prix. C'est-à-dire, selon les idées qu'on développe et l'influence qu'a chaque parti, sa force, son organisation, il arrive à se gagner une audience et après, il discute parce qu'il faut quand même, à un moment donné, ça je suis d'accord, il faut quand même gouverner. Pour finir, je voudrais dire que quand même, ce qui prépare le mieux, d'ailleurs, il n'y a qu'à regarder l'histoire de Jaurès, qu'est-ce qui prépare le mieux des élections? Mais c'est l'état social du pays. Si les élections se déroulent dans le vide de la pensée sociale, mais c'est déjà perdu d'avance, parce que les démagogues vont emporter, ou ce que disait Paul Quiles tout à l'heure, c'est-à-dire les jeux de personnes à la télévision, le tiercé de celui qui est en haut des sondages et puis qui baisse. Enfin, vous vous rendez compte, c'est ça la démocratie. Donc non, il faut que là actuellement il y a disons une histoire sociale qui s'active un peu dans le pays avec les salariés, avec les jeunes. Je pense que c'est plus important que tous les calculs électoraux. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et puis ensuite, alors, effectivement, il faudrait que, pour les élections, il y ait de vrais débats fondés sur la réalité sociale telle que les gens l'éprouvent. Pas des discours comme ça, abstraits ou personnels, voilà. Ça, je pense que, enfin, moi, c'est après, primaire, pas primaire. Bon, pour l'instant, personnellement, mais c'est mon avis personnel, je suis assez loin de ça. Voilà. Mais je reconnais que la question se pose. Comme la pose Roland. Elle se pose, voilà. Mais j'insiste là-dessus. 1, la proportionnelle, et 2, s'occuper quand même de la question sociale aujourd'hui. C'est quand même dans un an, l'élection de 2017. D'accord, c'est demain. Mais enfin, quand même, il y a une urgence là. Parce que, est-ce que ces jeunes qui se sont abstenus à 70% au régional de décembre 2015, est-ce que quelque part, s'ils prennent en main à un moment donné leur lutte sociale à eux, comme ça semble s'amorcer, jusqu'où je ne sais pas, ça semble s'amorcer, je pense que c'est peut-être la meilleure entrée dans la campagne qui se dessine. Voilà. Mais bon, peut-être que je rêve. Hein. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, peut-être 1 minute pour conclure. Hein. Il nous reste 5 minutes. Là. Il reste 5 minutes, mais enfin bon. Moi, je veux dire pardon. Non, mais juste un mot avant la conclusion, parce que je veux rebondir sur le dernier mot qu'a utilisé Charles. Il a parlé du rêve, en disant « je rêve ». Et moi, j'ai décortiqué le discours de Hollande au Bourget, quelques souvenirs, et il a notamment cité, pas Jaurès, il a cité Shakespeare, en disant « ils ont échoué parce qu'ils n'ont pas commencé par le rêve ». Alors évidemment, on est plutôt sur la fin, là, mais c'est vrai que pour la prochaine fois, ça sera bien de commencer par le rêve. La liaison République-socialisme est centrale dans Jaurès. Sans la République, le socialisme est impuissant. Mais, alors je ne retrouve plus... Oui, et sans le socialisme, la République est vide. Je crois qu'il y a beaucoup à réfléchir là-dessus. 2 minutes pour conclure pour chacun, et puis... La question est intéressante. Je pense, parce que, bon, classique, ça c'est connu, c'est que le socialisme républicain, on est d'accord, hein? Chez Jaurès, sont indissociables la République et le socialisme. S'il se bat tant, à un moment donné, dans l'affaire Dreyfus, contre d'autres socialistes, qui pensent que le prolétariat n'a pas à se mêler de cette guerre entre bourgeois, c'est comme ça, c'est le mot de Gued,
C'est le mot de Guedes, ça. Bon. Et Jaurès, non, pas du tout, parce qu'il pense que le prolétariat, on l'appellerait le mouvement ouvrier aujourd'hui, au contraire, doit s'en mêler, parce que s'il aspire à un moment donné, à prendre en charge l'intérêt général de la société, donc les questions de justice pour l'individu, à un moment donné, c'est le devoir du prolétariat et donc des socialistes d'entrer dans la lutte pour l'innocence de Dreyfus. Ça, c'est très important parce que ça veut dire qu'il ne peut pas concevoir de socialisme qui ne soit pas républicain. Et il ne peut pas concevoir que la République aille au bout de ses promesses sans aller au bout de la promesse que contient le socialiste, qui est quoi? L'émancipation de tous. Jaurès, en 1886, dit il n'est pas socialiste. 1886, il est presque proche de Jules Ferry. Et il surprend parce qu'il dit il faudra aussi affranchir le salariat. Jaurès dit il faudra. C'est l'écho de quoi? D'un siècle avant, l'affranchissement du tiers-État. C'est ça qui est dans l'idée de Jaurès. C'est d'aller jusqu'au bout de la Révolution française, de ses promesses, de fameuses liberté, égalité, fraternité, voilà. C'est pour ça que c'est très important chez Jaurès, c'est d'aller. Alors, mais encore une fois, j'insiste beaucoup, le socialisme de Jaurès est un socialisme républicain. C'est là où il se distingue un peu de Guedes et où il se distinguera un petit peu des socialistes allemands, pour ceux qui connaissent. Le socialisme allemand, lui, il est dans l'Empire. Et ça va poser beaucoup de problèmes avant qu'éclate la guerre 14-18. Mais cette connexion chez Jaurès entre la République et le socialisme, personnellement, je pense, c'est absolument capital. Je pense qu'il y a des socialistes qui ont été républicains, qui se sont voulus républicains, qui ont oublié le socialisme. Et je crois que là, il y a quelque chose qui s'est mal passé. Je me permets de penser qu'il y a des socialistes, on peut les appeler communistes. Vous savez que le mot socialisme et communisme, pour Jaurès, c'était absolument identique. Hein. Il ne faisait aucune différence. Mais il y a aussi des socialistes qui ont oublié la République. Ça n'a pas été terrible non plus comme résultat. Voilà. Donc, si vous me permettez, je voudrais finir, moi, par un petit coup de chapeau à une femme qui s'appelait Madeleine Robert-Riou. Madeleine Robert-Riou a fait un travail magnifique sur Jaurès, avec toute l'école qu'elle a eue derrière elle. Je crois qu'Alain Boscus n'est pas là, il en a fait partie, mais il y en a eu bien d'autres et tout. Et après l'avoir lu, après l'avoir rencontré, avoir parlé avec elle, il y a une chose qui m'a frappé. Eh bien, après toutes les disputes qu'il y a eu sur Jaurès, entre socialistes qui s'estimaient être la maison naturelle, légitime et tout, et les communistes qui, avec Jaurès, ils savaient plus très bien comment faire. Bon, de temps en temps, ils s'en méfiaient, parce qu'il était du côté des socialistes, de l'ennemi de classe. Et puis tantôt, au moment du Front populaire et d'autres périodes, ils pensaient que non, Jaurès était dans la grande tradition du socialisme français et tout. Donc ça naviguait pas mal. Bon, je dis, moi, le travail de Madeleine Robert-Riou est pas toute seule. Encore une fois, il y en a eu d'autres avec elle. Je dis, j'ai une expression à moi qui dit, elle a rendu Jaurès à Jaurès. Et qu'on se débrouille avec ça. Voilà. Qu'on arrête un petit peu de savoir qui il sert, avec qui peut s'arranger avec Jaurès, à qui il profite, à une certaine gauche, à une certaine ceci. Mais vous le savez, même Nicolas Sarkozy était à Toulouse, il a cité Jaurès 23 fois. D'accord? Donc, avec Jaurès, il y en a, il est inépuisable. Et il y en a qui se servent dans Jaurès. Le Front National s'est servi dans Jaurès. À ceux qui n'ont rien, la patrie reste leur seul bien. Jean Jaurès. Et voilà. Bon. Donc, il va falloir repartir du Jaurès comme j'essaye d'en parler, pas moi personnellement, mais comme en fonction du travail qu'a fait Madeleine Robert-Riou et beaucoup d'autres, c'est-à-dire relire Jaurès, savoir vraiment quel a été son chemin, parce que je l'ai dit au début à propos du journalisme, Jaurès c'est un parcours. Ce n'est pas un moment, c'est un parcours sur 30 ans. Voilà. Donc il faut prendre en compte ça. Et ce parcours, moi, je pense que notre devoir, notre chance, c'est de s'inscrire dans ce parcours un siècle après, évidemment. Bon. Et de continuer sur ce chemin. Parce que c'est un chemin, personnellement, on me dit que tu es trop enthousiaste. Je suis pas trop enthousiaste. Je pense que Jaurès nous ouvre encore de grandes portes. Voilà. Merci, je m'arrête là. Paul Quilès, difficile d'en rajouter. Hein. Un dernier mot, Paul. Difficile
Ceci n'en rajouterait pas avoir ouvert toutes ses portes sur l'avenir à partir de Jaurès du siècle dernier. Bon, il se trouve que Madeleine Amberieu était une amie, elle avait beaucoup aimé le spectacle Ils ont tué Jaurès parce que c'était une façon de faire revivre non seulement le personnage, mais les valeurs fortes qui étaient les siennes et qui ont encore tout leur impact aujourd'hui. Moi aussi, je suis frappé par la récupération qui a été faite, qui est encore faite parfois, encore que chez les plus jeunes, Jaurès, ça doit être quand même quelqu'un de très lointain, très historique, c'est des noms d'avenues, de lycées, de boulevards, Bref, donc c'est quelque chose qui est inscrit dans l'histoire. Je pense que l'enseignement pourrait... moi, j'ai toujours pensé que le discours à la jeunesse devrait être... peut-être pas enseigner, le mot est trop fort, mais présenté dans toutes les classes, parce qu'on en cite toujours qu'un petit morceau, mais l'ensemble est absolument merveilleux. Et moi, ce qui me frappe le plus, c'est pas un hasard si dans le livre de Regour et Cabanis, il en fait la conclusion, qui est celle de Jaurès, qui disait que l'histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements, mais qu'elle justifie l'invincible espoir. Et donc, moi, j'ai juste envie de terminer sur l'espoir. Et de l'espoir, on en a des cargaisons quand on est militant politique, quand on aime son pays, quand on aime l'action politique, quand on a envie de voir les choses avancer, quand on a envie de voir les misères du monde, d'apporter des réponses aux misères du monde. C'est une certaine forme d'utopie jaurèsienne. Je crois qu'il faut avoir l'espoir chevillé au corps. En tout cas, moi, c'est ce qui me motive et c'est ce qui fait que je suis parmi vous ce soir. Merci beaucoup. C'est conclu.